Démocrates africains, les amis du monde entier, on tient à vous souhaiter un bon après-midi. Merci à tous ceux qui ont eu le temps de se connecter. C'est vrai que nous commençons avec un léger retard. Nous sommes bien dans la journée du 10 juin 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons traiter pas mal de sujets. Nous allons regarder la visite de Yves Le Drian à Brazzaville, chez Sassou. Nous allons regarder en réalité la situation sécuritaire et économique du Congo-Brazzaville. Et puis, nous allons vous passer pas mal des informations que nous avons sur le Congo-Brazzaville. Bon, chers amis, sans pourtant tarder, nous savons tous que le Drian, qui est, on peut dire, le monsieur Afrique de Emmanuel Macron a effectué une visite à Brazzaville, on peut dire une tournée africaine. Le premier endroit qu'il a pensé, c'était dans Brazzaville. Donc, aller rencontrer Sassou. Donc, on peut dire que après la visite du ministre de l'économie française, M. Bruno Le Maire à Brazzaville, lors des sommets on peut dire des ministres de la zone franc, c'est le tour du ministre des Affaires étrangères, donc l'homme d'Afrique de M. Macron, d'aller au Congo-Brazzaville. Salut à tout le monde, salut à ceux qui viennent de se connecter, merci à votre temps. Bon, nous savons, le Drian s'est rendu à Brazzaville, mais nous allons rapidement analyser quelques vidéos ensemble avec vous en ce qui concerne cette visite de Yves Le Drian à Brazzaville. Ce qui est curieux, c'est que cette question, plusieurs Congolais sont en train de le poser. Plusieurs Congolais se posent cette même question. Ils se disent, le Congo est une dictature. Vous avez un homme qui viole les libertés, un homme qui ne respecte pas le droit de l'homme, un homme qui a confisqué les richesses de ce pays, un homme qui a mis en place une véritable répression. C'est-à-dire, on peut dire qu'il n'y a pas une ouverture de pouvoir dialoguer avec Sassou. Donc nous connaissons que le Congo est une véritable dictature par le pillage économique, éventuellement des répressions qui sont mises en place, éventuellement des crimes de guerre commis par Denis Sassou Nguesso dans le département du Pôle. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que nous voyons des ministres, des responsables, des dirigeants français courent tous au niveau de Brazzaville. Nous pensons que quand nous faisons affaire à un régime qui est dictatorial, ce que les grandes nations font, c'est simplement essayer de boycotter cette nation, essayer de boycotter au moins, entre guillemets, les leaders de cet État. La preuve en est, nous savons par exemple que l'Amérique a des grands problèmes avec cette affaire, par exemple, du régime cubain, et que pas mal de choses se font boycotter. Les Américains mettent des lois là-dessus pour pouvoir éviter le contact des officiels américains avec, par exemple, le régime en Cuba. La même chose avec la Corée du Nord, que le président américain Trump va donc organiser un sommet qui va se tenir entre le leader nord-coréen. Vous voyez, chers amis, mais avant ça, nous avons pensé que les précédents présidents américains n'ont jamais songé à rencontrer le leader nord-coréen parce qu'on pense que c'est un régime dictatorial, c'est un régime où on bafoue les droits de l'homme, où les libertés sont confisquées. Vous voyez, chers amis. C'est un peu la même chose que nous, en tant que fils de ce Congo-là, ressortissants de ce pays, nous nous posons la même question. Comment ça fait-il que le Congo est reconnu comme une véritable dictature, mais pour la France, le Congo est un pays normal parce que la France a simplement un ami qui est Sassou Nguesso qui est là dans cet état, vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez, Bruno Le Maire part de Brazzaville, et là c'est le Drian qui commence par Brazzaville pour aller simplement rencontrer un ami, une façon de pouvoir simplement de lui donner encore cette garantie pour dire que bon, la France est toujours derrière vous parce que après ce sommet de la Libye qu'ils ont organisé à Paris, à la conférence internationale sur la Libye que la France a organisée, Sassou était invité, et là, cette fois-ci, le Drian se déplace au niveau du Congo. Donc, vous voyez que la France s'en fout éperdument de tous les morts du Congo, c'est-à-dire de cette crise économique créée par le régime Sassou, sa famille et tous ceux qui sont autour.
Et pour la France, les Congolais n'ont pas de valeur. Donc pour nous, au peuple congolais, c'est encore une leçon de plus qu'on nous dit. Nous devons forcément nous lutter. C'est-à-dire que changer, orienter notre combat, au lieu de toujours penser à la France, d'orienter le combat dans le sens. C'est-à-dire que simplement orienter le combat vers le système anglophone. C'est cela. Parce qu'on n'obtiendra rien sur le système francophone. C'est ça la réalité. La France vient une fois de plus encore de nous mettre la poudre des piments dans les yeux, c'est-à-dire en envoyant simplement le Drian à Brazzaville rencontrer Sassou. Mais nous allons tout à l'heure revenir sur cette visite de le Drian sur Brazzaville. Et ce que nous avons donc proposé ici, c'est d'abord tout simplement vous présenter tout d'abord quelques photos. Vous voyez, comme vous le voyez sur vous le voyez ici, le Drian, la manière dont ils se tiennent avec Sassou. Regardez un peu ce visage, chers amis. Vous ne voyez pas que ces gens-là, c'est des pauvres types? Comment ça fait-il que des gens qui nous disent qu'ils sont intellectuellement supérieurs à nous peuvent toujours continuer à se rabaisser face à un homme qui est en train de tuer son peuple tout le temps? Comment est-ce que cela est possible, chers amis? Mais en réalité, si vous le voyez, que quand vous le voyez, cette tête, chers amis, en réalité, dans la tête, c'est des coquilles vides qui sont que derrière des intérêts, quel que soit le prix du sang que ce monsieur est en train de commettre au niveau du Congo-Brazzaville. Donc pour eux, de toutes les fois que ce monsieur-là, qui n'a aucun cerveau, se met à donner les richesses du Congo à ceux-là, ceux-là seront toujours contents de travailler avec un type pareil. Vous voyez, chers amis, regardez comment l'enlacement des bras se font. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une façon de simplement, chers amis, de vous dire que les gens là sont en train de nous narguer. Et c'est à nous, le peuple congolais, de comprendre que la France n'est plus le chemin sur lequel il faut marcher pour aller chercher la libération du Congo. Voilà pourquoi nous avions mis simplement une croix à la France. Et nous, on le dit, on a depuis très longtemps, ça fait plusieurs années, on l'a dit, on ne mettra plus jamais pied en France, c'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que, vous mettez pied en France, ça veut simplement, vous investissez dans les entreprises françaises, vous louez les hôtels, vous payez le transport, vous contribuez à l'économie française. Donc il faut boycotter cette économie, il faut boycotter les entreprises françaises par rapport au mal qu'ils sont en train de faire au Congo. Voilà pourquoi nous avons dit, toutefois que nous venons en Europe, on ne met jamais pied en France parce que la France ne sera jamais là pour en réalité pour la libération du Congo-Brazzaville. La preuve en est, vous voyez des gens comme le Drian, aller encore à Brazzaville, aller voir un homme qui a du sang des Congolais dans ses mains et on se permet de faire ces genres de postures avec un criminel au grand rang parce que ce criminel se permet simplement de donner toutes les richesses de ce pays aux Français. Vous voyez, chers amis, donc pour eux, il n'y a pas de notion de morale. Pour ceux-là, ces gens-là, ces individus-là, les Français-là, il n'y a pas de notion de morale pour eux. Il n'y a pas de notion d'éthique. Vous voyez, chers amis, ce qui compte, c'est les intérêts. Quel que soit ce que ce monsieur-là fera, ce qu'il fera, il massacrera les Congolais. Pour eux, ça ne comptera pas. Ils vont toujours continuer à protéger ce monsieur et à piétiner les Congolais. Donc c'est à nous, chers amis démocrates africains, publics du monde, on a réellement la conscience dans cette affaire du Congo. Sinon, chers amis, le deal entre Sassou et la France est déjà fait, c'est-à-dire remplacer le fils Sassou au pouvoir. Vous voyez, chers amis. Donc, démocrates africains, publics du monde entier, rapidement, nous allons simplement tourner encore vers une autre caméra, vers une autre image, pour vous montrer en réalité de quoi nous sommes en train de parler. Nous n'avons pas de message audio, mais c'est simplement un message de fond que nous allons simplement faire tourner. Vous voyez, chers amis, on va simplement essayer de tourner l'image. Regardez par exemple cette image, chers amis, que vous certainement, certains nombreux parmi vous ont déjà vu, chers amis. Vous êtes en train de voir le Drian qui va rencontrer Sassou et en apportant un petit cadeau à Sassou. Ben, ça démontre carrément que la confiance que cette France a toujours avec ce monsieur, un homme qui est en train de massacrer des Congolais à grande échelle, un homme qui venait de créer des crimes de guerre, un génocide dans le département de Poul, mais cette même France se dirige encore vers ce même temps pour continuer à narguer les Congolais. Donc, rapidement, nous allons simplement essayer de faire jouer cette image. Vous allez remarquer le cadeau qu'on est en train de donner à ce monsieur. Mais nous allons simplement essayer de regarder. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de sang, mais vous voyez, comme vous le voyez, chers amis, le cadeau est transmis à ce monsieur d'une manière officielle. Les photos sont prises
Et l'homme est très content de recevoir ce cadeau. Regarde le visage de l'homme à la coiffe du diable, comment il est en train de massacrer les Congolais, et le cadeau est transmis. Ce que les Congolais doivent se poser en réalité. Et si ces pauvres types comme le Drian se permet d'aller voir un assassin, un criminel au grand rang, et on lui apporte un cadeau, c'est donc signe de confiance, chers amis. En réalité, en retour, qu'est-ce que ce monsieur-là a reçu, hein, chers amis? Ça, c'est des questions que tous les Congolais doivent se poser. En retour, qu'est-ce qu'il a reçu? S'il a apporté le cadeau, ça veut simplement dire que c'est le gouvernement français qui a donc donné le cadeau au criminel Sassou, puisque on peut dire que ça a été une visite officielle, chers amis. Donc on peut dire que c'est l'État français, c'est Emmanuel Macron, ce sont des citoyens français, parce qu'il faut dire que ces gens-là, ils sont élus par des citoyens français qui ont apporté ce cadeau. Donc, en fin de compte, les citoyens français font confiance à un criminel, à un dictateur, à un assassin au rang de Denis Sassou Nguesso. Oui, chers amis. Donc, comme vous le voyez, le cadeau, il est donné d'une manière officielle. Les photos sont prises. Tout le monde est en train de regarder. C'est le contribuable français qui est allé donc remettre ce cadeau à Sassou Nguesso, à un criminel, l'homme qui porte le sang des Congolais dans ses mains. Vous voyez, chers amis. Et ça doit révolter, nous, en tant que peuples africains. Voilà pourquoi nous avons fait jouer la chanson de Zao, L'Enfant Noir. Et voilà pourquoi dans cette chanson, nous sommes en train de dire la France a encore des oreilles calfatées. Ils pensent nous dominer, mais en réalité, ils sont en train de foutre le doigt dans leur propre œil, parce que le monde est en train de shifter dans plusieurs directions, le monde est en train de tourner sur 360 degrés, et nous en sommes sûrs que la France va faillir dans le point de vue économique, parce que l'Afrique est en train aussi de changer de direction. Rapidement, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous allons essayer encore d'aller regarder ce discours de Le Drian qu'il venait de faire. Parce que, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous voulons simplement ici montrer au monde entier de quoi nous sommes en train de parler. En fait, les officiels français, ce sont simplement des gens qui n'ont pas de cerveau. Parce que ces officiels français ne comptent que sur leurs propres intérêts. Hein. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la France, en réalité. Parce que tout ce monde, quand ils vont au Congo, le cadeau est donné. Ça va être déclaré aux contribuables congolais, aux contribuables français, excusez-moi, que l'argent a été dépensé pour acheter un cadeau, aller remettre à Sassou. Et donc, ce sont des contribuables français et qui ont donc dépensé de l'argent, donc l'argent des taxes que les gens travaillent, qu'on utilise pour pouvoir apporter des cadeaux aux dictateurs comme celui de Sassou. Et c'est cela la réalité. Allez-y regarder dans les cahiers de livres. Le Drian, à la fin de l'année, va déclarer ces transactions, ce petit cadeau qu'il est allé remettre à Sassou, il va le déclarer. Et ce sont des contribuables français qui ont payé pour ça. Vous voyez que ça va donner de la colère dans plusieurs Français. Ceux-là qui prônent en réalité les valeurs universelles de droits de l'homme, les libertés, ceux-là qui prônent la bonne gestion, vous voyez, chers amis, ça doit donner une véritable colère au niveau d'un certain nombre de Français, parce qu'il faut le dire que nous en sommes convaincus qu'il y a plusieurs Français qui travaillent avec les Africains qui veulent en réalité la libération de l'Afrique, hein, des Français qui veulent en réalité que la démocratie s'installe, que les droits de l'homme puissent être respectés, c'est-à-dire qu'il y ait une véritable justice qui s'installe en Afrique. Et nous en sommes convaincus que plusieurs Français sont aujourd'hui en colère en voyant ce genre d'image que nous venons de vous montrer, en regardant le Drian transmettre un cadeau, bien sûr, acheté avec l'argent du contribuable français à un criminel comme Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis, donc ça donne un peu la colère. Et nous sommes convaincus que le peuple français en général est bien derrière les Africains. Il faut plutôt dire que c'est une minorité. Malheureusement, le peuple français arrive à supporter cette minorité des politiciens, si on peut dire, qui n'ont aucune valeur, aucune notion de morale, aucune notion d'éthique, hein, qui visent au premier plan leurs propres intérêts. Donc, éventuellement, les valises d'argent qu'il reçoit. Et nous en sommes et finalement convaincus, si le Drian apporte ce cadeau, mais nous n'avons pas vu le cadeau que le Drian a reçu de Sassou d'une manière officielle, parce qu'il faut le dire que ces cadeaux que Sassou, le dictateur Sassou, le criminel Sassou donne à ses politiciens français, doivent passer derrière les portes. Et donc éventuellement, c'est ce que nous parlons ici, des valises d'argent, des tonnes de valises d'argent que les gens ne voient pas, mais que ça passe
le chemin obscur, et nous en sommes convaincus que ce monsieur est reparti en France avec encore des valises d'argent, de l'argent du contribuable congolais, volé par Sassou Nguesso, que ce monsieur va aller simplement planquer dans des paradis fiscaux. C'est cela la réalité. Donc nous allons rapidement écouter ce que Yves Le Drian, en tant que ministre français des Affaires étrangères, ce qu'il a dit au Congo-Brazzaville quand il est allé visiter le criminel despote Sassou. Voilà, donc rapidement nous allons simplement tourner la caméra et nous allons dire ce que le monsieur va nous dire ici là. Voilà, donc nous allons simplement essayer de jouer cette vidéo. Je vais simplement augmenter le son et nous allons écouter tous ensemble. Voilà. Je suis venu rencontrer le président Sassou Nguesso parce que je le connais bien depuis longtemps et parce qu'effectivement il joue un rôle dans la région. Il y a des situations tendues, difficiles, singulièrement en République centrafricaine, mais aussi en Libye et en RDC. Bon, voilà, chers amis, comme vous venez le voir, il le dit d'une manière claire. Il connaît Sassou depuis longtemps, donc ça veut seulement dire un ami intime à Sassou, hein, chers amis, parce qu'il faut le dire que ce sont des gens comme les Drian qui ont trompé François Hollande, ils ont eu à convaincre François Hollande. Le Drian a utilisé tous les réseaux, les lobbies pétroliers hein, qui sont derrière Total, derrière Eni, ceux-là qui sont en train de piller l'économie en Afrique, ceux-là qui sont en train de détruire des vies hein, des citoyens. Éventuellement, nous les Noirs, l'enfant noir, qu'on nous traite des gens qui n'ont aucune valeur, c'est des gens comme les Drian, ils n'ont aucun cerveau dans le sens de le raisonnement, dans le sens dans le sens en réalité de l'humanitaire, hein, dans le sens de l'humanitaire. Vous voyez, chers amis, donc on peut dire ceci, il dit, hein, comme vous l'aviez entendu, il va donc voir Sassou, mais quand vous voyez les problèmes et les pays que le Drian a cités, il a cité la République centrafricaine, il a cité la Libye, il a cité la République démocratique du Congo, mais en aucunement le problème du Congo est mentionné. Vous voyez, chers amis, pourquoi la France fait semblant de dire qu'au Congo, il n'y a pas un problème? En réalité, il y a un véritable problème au Congo. Nous avons une élection présidentielle qui a été fraudée. Aujourd'hui, nous savons où est-ce que Sassou a ramené le pays. Vous voyez, chers amis. Mais le Drian ne mentionne pas en réalité le problème du pays qu'il est venu visiter. On peut dire que oui, c'est de la diplomatie. Mais chers amis démocrates africains peu du monde entier, nous pensons que c'est une façon de narguer au peuple congolais. On va citer le cas de la République démocratique du Congo. Nous savons le mentor numéro 1 de Joseph Kabila, c'est Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui est en train d'entêter Joseph Kabila de rester là, de continuer à manipuler. Parce que Sassou sait que si jamais il y a un changement en République démocratique du Congo, il se pourrait que son régime aussi va tomber. Voilà pourquoi il conseille, il envoie des militaires chez Kabila pour supporter Kabila, pour mater les manifestations en République démocratique du Congo. C'est ça la réalité. Et donc, le Drian, qui est la France, qui va officiellement aller rencontrer Sassou pour le problème de la République démocratique du Congo, ben c'est une façon de dire quoi? C'est-à-dire que les Français veulent que Kabila parte, qu'il faut apporter le soutien indéfectible au niveau de Joseph Kabila ou le changement de régime, ou encore demander à Sassou de ne pas intervenir dans le cadre du changement politique en République démocratique du Congo. Chers amis démocrates africains, nous pouvons simplement dire que la France vient encore une fois de plus de gifler sur la face du peuple congolais. Tous nos morts que nous sommes en train de pleurer, nuit et jour. Oui, chers amis, regardons le problème de la République centrafricaine. Nous savons, le pompier pyromane de la République centrafricaine de Mère Sassou, c'est lui qui supporte, qui finance le gouvernement centrafricain, c'est lui qui supporte les anti-Balaka, c'est lui qui supporte toutes les factions armées en République centrafricaine, chers amis. Aujourd'hui, nous savons tous ce qui était arrivé à Jean-Pierre Bemba, qu'on a accusé de crimes de guerre en République centrafricaine. Mais les militaires de Sassou, les cobras de Sassou sont allés commettre les mêmes crimes de guerre en République centrafricaine, chers amis. Mais ils n'ont jamais été inquiétés. Pourquoi ils n'ont jamais été inquiétés? Parce que la France continue de supporter Sassou, continue de protéger Sassou. Pourquoi donc on va donc incarcérer Jean Bemba pour dire que les militaires de Jean-Pierre Bemba sont partis aider Bozizé? Ça veut seulement dire qu'ils ont commis des crimes de guerre en République centrafricaine. Mais il y a un homme qui a commis des crimes de guerre. Les Nations Unies ont sorti plusieurs rapports sur les militaires de Sassou Nguesso. Pourquoi ils ont été chassés en République centrafricaine?
Et il n'y a aucune sanction, parce que simplement, ça s'ouvre à la protection de la France. Donc, vous voyez, chers amis, donc, nous savons que le désordre qui est en République centrafricaine aujourd'hui, la destruction de la République centrafricaine, nous savons que l'homme qui pilote ça, c'est Denis Sassou Nguesso. Mais, chers amis, qu'est-ce que nous voyons? Rien n'est fait au niveau des Nations Unies. Au niveau de tous ceux-là qui nous disent qu'ils sont en train de gérer le monde entier, rien n'est fait. Parce que la France continue de protéger Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis. Mais non, ce qui concerne la Libye, mais le titre qu'on a donné, farfelu qu'on a donné à Sassou, comme, je ne sais pas, le représentant de l'Union africaine pour la crise libyenne, mais c'est un titre qui n'a pas de sens. Les véritables problèmes de la Libye doivent être gérés par des Égyptiens, le Qatar, et ainsi de suite. Et donc, Sassou, eux, ils vont voir Sassou pour les problèmes de la Libye. Pourquoi? Mais parce que vous avez vu simplement que Sassou a été ramené pendant ce que la France a organisé comme le sommet, la conférence internationale sur la Libye. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus où nous allons expliquer les objectifs de la France. C'est-à-dire, la France veut simplement imposer, comme on l'a dit, des élections d'abord, avant la fin de l'année 2018, et après la réconciliation. Nulle part au monde, nous avons déjà vu qu'un pays où il y a des divisions, un pays où il y a des factions, un pays où il y a des tensions politiques, que les gens puissent d'abord aller aux élections avant qu'il y ait réconciliation. Mais non, un autre front qui est mené par par M. Olivier, qu'il disait simplement, soutenu par le Qatar et l'Égypte, qui dit simplement il faut qu'il y ait d'abord une réconciliation avant d'aller à une quelconque élection. Vous voyez, chers amis. Donc, en réalité, la France va voir Sassou Nguesso parce que Sassou Nguesso détient de l'argent du Congo qu'il a volé, qu'il est capable d'utiliser dans la corruption pour convaincre un certain nombre des acteurs internationaux à pouvoir supporter l'île de la France. Parce que la France sait que la France va se buter dans son initiative qu'il a eu à prendre de pouvoir pousser les Libyens à aller d'abord à l'élection présidentielle avant de réconcilier le pays. Vous voyez, chers amis, c'est cela la réalité. Donc, on va simplement demander encore avec Sassou, au retour de pouvoir apporter à Sassou la protection, de pouvoir le protéger sur tous les domaines internationaux, sur toute poursuite, simplement de supporter toutes les initiatives que la France est en train de mener avec Emmanuel Macron sur la Libye, parce que la France est en train de viser simplement ses intérêts en Libye. Vous voyez, chers amis. Mais le Dion ne mentionne en aucunement la crise au niveau du Congo-Brazzaville, les crimes de guerre que ça soit commis. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous le dit, chers amis, il va falloir que nous continuions à lutter fort pour pouvoir obtenir la libération de notre pays. Voilà, donc nous allons continuer de voir ce que Yves Le Drian est en train de nous dire ici, et puis nous allons continuer notre Les interrogations sur les échéances électorales. Nous avons évoqué l'ensemble des dossiers de la région, que je vais d'ailleurs évoquer aussi à Addis Abeba, puisque je vais rencontrer les principaux responsables de l'Union africaine, parce que la France joue son rôle, d'abord de membre permanent du Conseil de sécurité, et joue son rôle aussi en Afrique pour mobiliser tous les moyens afin que la paix et la sécurité puissent se maintenir. Bon, voilà, chers amis, un peuple du monde entier, comme vous aviez entendu, comment Yves le Drian est en train de le dire, la France joue son rôle. D'ailleurs, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il faut le dire que la France détient un droit de veto. Mais quel est le rôle que la France est en train de jouer dans la sous-région? Simplement le support des dictateurs. On l'a vu au Gabon, on le voit au Cameroun, avec cette affaire des anglophones, hein, il faut le dire, qui sont en train de se faire mater par Paul Biya. On le voit aussi en République démocratique du Congo, le support que la France est en train d'apporter en ce moment-là à Joseph Kabila, vous voyez, chers amis. Mais le rôle que la France est en train de jouer dans la sous-région. Mais nous voyons encore comment la France est en train de faire les beaux yeux au Rwanda, vous voyez, chers amis, puisqu'ils se rendent maintenant compte que le Rwanda s'est tourné du côté anglophone, le Rwanda essaie d'évoluer un peu économiquement, donc la France veut encore aller là-bas pour aller piller, vous voyez, chers amis. Donc le rôle que la France est en train de jouer dans la sous-région, c'est simplement récupérer les minéraux, taper sur les plus faibles, éventuellement faire semblant de dire que ils soutiennent les droits de l'homme, mais en réalité, la France est derrière simplement les dictateurs, vous voyez, chers amis. Maintenant, l'autre rôle que la France est en train de jouer, c'est simplement se rassurer que le franc CFA demeure, hein, se rassurer que, et chers amis, nulle part au monde vous avez vu un homme qui a fraudé sur l'économie, un homme qui a pillé les économies de son pays, et on peut dire par exemple, prendre un exemple, considérons qu'au Canada, nos dirigeants ici ont pillé sur l'économie, ont fait des déficits qui sont quasiment impossibles à expliquer. Mais
nous doutions fort que ces leaders-là vont continuer à demeurer. Le 7 juin, il y a eu l'élection ici dans la province d'Ontario, vous voyez, chers amis. Mais cette province était dirigée pendant plus de 15 ans par ce que nous appelons le Parti libéral de l'Ontario, vous voyez, chers amis. Mais les citoyens en avaient marre, parce que nous savons toujours que après une certaine durée de pouvoir, il y a ce qu'on appelle l'usure de pouvoir, c'est-à-dire l'abus dans les prises de décisions, où on arrive à prendre des décisions qui arrivent à affecter les citoyens, mais en fin de compte, les citoyens doivent donc s'exprimer dans les urnes. Donc, les élections se sont tenues, mais on a simplement balayé d'un revers de la main le Parti libéral, qui était un grand parti au niveau de l'Ontario, vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que le parti qui règne toujours, aujourd'hui, a même perdu son statut de parti officiel au niveau du Parlement de l'Ontario. Parce que pour être un parti officiellement reconnu au niveau de l'Ontario, il faut au moins avoir 8 députés élus. Vous voyez, chers amis, donc ce parti libéral qui, autrefois, qui était au pouvoir pendant plus de 15 ans, avec une majorité de plus de 76% de sièges au niveau du Parlement de l'Ontario, se retrouve aujourd'hui qu'avec 7 députés. Alors, ça vous donne la colère du peuple, ça vous donne comment le peuple arrive à sanctionner les dirigeants politiques quand ils n'arrivent pas à bien faire. Aujourd'hui, le parti qui a pris le pouvoir, c'est le parti conservateur de l'Ontario, qui a eu à prendre le pouvoir, avec plus de 76 députés élus. Vous voyez, chers amis, donc, mais chez nous, qu'est-ce que nous remarquons? La France protège les dictateurs, parce que le peuple s'exprime en réalité en chassant les despotes. Vous voyez, chers amis, le peuple s'exprime à travers les votes, vote massivement contre ce régime. Mais la France cautionne le changement des résultats présidentiels. Et la France ne sanctionne pas. La seule chose que la France s'arrête, c'est des déclarations qui sont connues de tout le monde, qui sont des déclarations d'apaisement. Ils demandent au parti à l'apaisement. Et tout en apportant leur soutien à ceux-là qui changent des résultats des élections présidentielles et à se cantonner au pouvoir. On en a vu au Congo-Brazzaville, on en a vu au Gabon, et on va encore revoir dans plusieurs pays au niveau de la sous-région, même au Togo, et ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc, quand on dit que la France joue son rôle, oui, la France continue de jouer son rôle, qui est éventuellement de ne pas accepter qu'il y ait des libertés d'expression, de ne pas accepter qu'il y ait réellement l'installation de la démocratie, de ne pas accepter qu'il y ait réellement des véritables conditions d'éducation dans les États de la sous-région, des véritables conditions du système de santé dans la sous-région, qu'il y ait en réalité des États qui se transforment en des prisons à ciel ouvert. C'est ça en réalité le rôle que la France est en train de jouer dans la sous-région. Donc la France, on ne veut pas nous dire que la France est un pays de liberté, la France est un pays de droits de l'homme. Oui, la France l'est dans leur propre pays, dans leur propre État, mais en tout cas l'Afrique est toujours considérée comme un dépôt où on peut se permettre de jouer ce jeu de massacre en armant une partie, donc ceux qui sont au pouvoir, ceux-là qui leur garantissent les matières premières. Oui, chers amis, donc nous allons continuer à suivre un peu ce que le Lion est en train de raconter au peuple congolais. Et se recréer là où il y a des risques et des menaces. Bon voilà, chers amis, des risques et des menaces, nous voulons simplement dire à la France, malheureusement pour eux, tel que nous sommes en train de voir la situation, excusez-moi, je vais simplement ajuster un peu la caméra, simplement, un instant, voilà, voilà, des risques et des menaces, mais les risques sont en train de se développer dans cette zone, là où la dictature a pris le dessus. C'est quoi le risque? L'exclusion de la jeunesse par des politiques que la France a mis en place pour supporter les dictateurs. Oui, nous avons tous vu Emmanuel Macron accepter un jeune malien, un certain Gassama, parce qu'il a sauvé un jeune blanc, un enfant français. Donc aujourd'hui, on essaie de reconnaître la valeur d'un homme qu'on appelle immigré, qui, après avoir passé un parcours de combattant pour arriver en Europe, aujourd'hui devient, on peut dire, une célébrité. Nous l'avons vu ce jeune encore poser des photos avec des joueurs brésiliens, des grosses calibres de football brésilien. Oui, chers amis. Donc, oui, aujourd'hui on veut reconnaître la valeur de l'homme qui s'est battu, mais en réalité pour la France, c'est ça. Ce qui compte pour la France, la fuite des cerveaux. Ils ne veulent pas nous voir sur nos territoires. Donc,
On nous affame en acceptant la dictature, en nous imposant les conditions les plus cruciales qui existent, en nous imposant une dictature féroce, c'est-à-dire en acceptant que ces dirigeants-là qu'eux ils supportent puissent tirer à balles réelles, donc rien n'est condamné. Vous voyez, chers amis. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de nous vider sur une terre afin de continuer de régner. Hein. Ils ne veulent pas voir des intellectuels, ceux-là qui réfléchissent, ceux-là qui peuvent mener une résistance. Ils veulent voir des gens qui sont tétanisés par la peur, qui ne peuvent pas se soulever pour empêcher à leur joker de continuer d'évoluer. Vous voyez, chers amis. Donc c'est cela la réalité. Le danger et les menaces que la France ne voit pas, c'est cette jeunesse africaine-là. Parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui, dans tous ces États d'Afrique, que nous essayons de voir les nouveaux-nés aujourd'hui, ceux qui sont dans les écoles primaires, ou encore ceux qui sont dans les collèges, dans les universités, n'ont aucune perspective d'avenir dans ces États. Donc, c'est une véritable bombe à retardement. Non pas seulement pour leur joker, mais aussi pour les intérêts français et aussi des autres pays qui sont dans ces États-là. Parce que toute cette jeunesse que nous sommes en train de voir, à un certain moment, cette jeunesse-là n'aura plus peur hein, de toutes les armes que vous allez mettre dans les rues. Donc ça va devenir une véritable, comme on dit, du Far West Texas. C'est-à-dire que même vous, vos entreprises n'auront pas le temps d'évoluer. Parce que nous allons nous retrouver en réalité dans un véritable chaos où les pays ne seront plus quasiment gouvernés. Parce que tout jeune va donc chercher des moyens de survie. Donc tout moyen qui sera présenté à ce jeune homme pour sa survie et la survie de sa famille ou de ses enfants sera donc les bienvenus. Donc vous voyez que nous sommes en train de nous diriger vers une catastrophe. Donc en voulant penser que vous allez toujours continuer à massacrer ces pays, à imposer la dictature, à récupérer la matière première, à supporter des dictateurs et des despotes qui pillent leurs États, et sans pourtant que vous puissiez encourager les politiques d'investissement dans ces pays, alors vous êtes en train de vous créer un véritable danger, des véritables menaces pour votre propre peuple. Parce que vous n'arriverez pas à un certain moment de pouvoir même aller chercher ces matières premières dans ces pays parce que ça sera une véritable guerre entre vous et ces populations-là qui vont donc chercher simplement à leur survie. Les politiques d'exclusion de la France, nous sommes encore en train de le dire, ce sont des véritables politiques très dangereuses pour la jeunesse africaine. Mais, chers amis, plusieurs pays l'ont compris, plusieurs nations l'ont compris. Si nous essayons de voir certaines coopérations dont des entreprises américaines opèrent différemment, on n'essaie pas de faire la différence entre un originaire de ce pays avec un Américain qui vient par exemple de l'extérieur, donc des compagnies qui opèrent dans ces pays-là. On essaie de valoriser. Mais ce que nous avons remarqué avec les compagnies françaises, ce n'est pas totalement ça. Toute position qui demande de la responsabilité où il y a des revenus énormes, c'est simplement un Français qui est là-dedans. Alors cette politique d'exclusion, chers amis, on vous dit, pour la France, ça va être difficile dans les années qui vont venir parce que le monde est en train de shifter et nous allons donc rentrer rapidement dans cette section que nous avons appelée le G7. Voilà. Donc, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes encore en train de vouloir vous expliquer plusieurs choses ici pour que vous compreniez un peu le sens de notre raisonnement. Nous essayons simplement d'apporter des raisonnements ici logiques pour que tout le monde puisse comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Voilà. Donc, permettez-moi simplement, je vais simplement essayer de regarder ici. On va vous présenter en réalité deux parallèles. Deux parallèles que nous allons donc voir ici. Sur les deux parallèles, nous voulons simplement vous montrer une chose. Donc, permettez-moi simplement de rentrer dans cette information. Comme ça, nous allons tous regarder ensemble de quoi nous sommes en train de parler ici, là. Bon, voilà. Donc, rapidement, nous avons retrouvé cette vidéo et nous allons simplement la faire jouer. Et puis, pour que vous compreniez en réalité de quoi nous sommes en train de parler. Mais en réalité, chers amis, rapidement, on va vous montrer une vidéo. Le G7. C'est quoi le G7 en réalité? Pendant que Emmanuel Macron a envoyé les Drians à Brazzaville, lui-même il s'est retrouvé ici au Canada pour ce que nous appelons le G7.
bon, nous ne voulons pas copier le travail de certains, nous voulons que nous puissions vous montrer en réalité cette information du G7 par cette vidéo que vous allez donc essayer de voir ici pour que vous compreniez en réalité qu'est-ce que le G7. Voilà, donc on va simplement essayer de tourner la caméra. Voilà, et nous allons simplement changer les micros. Et puis nous allons simplement essayer d'augmenter le son. Voilà, et puis nous allons rapidement rentrer dans cette section du G7. Et voilà, donc on va essayer de tourner la caméra rapidement. Et nous allons donc parler de ce G7. Et nous allons donc parler de ce G7 au Congo-Brazzaville. Et ici, nous allons donc simplement faire jouer cette vidéo. Et puis, voilà. Mathieu Prost, on nous a demandé de revenir à la question essentielle finalement. Pourquoi on tient ce genre de réunion, ces G7? Il faut remonter dans les années 70, milieu des années 70, et dans ce château, ici on est au sud de Paris, ça s'appelle Rambouillet. C'est à l'initiative du président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, 1975, eh bien c'est les chocs pétroliers, c'est l'inflation galopante. Donc l'idée c'est surtout d'essayer de mettre un couvercle sur l'économie problématique mondiale. Et c'est un G6 à l'époque, il faut attendre l'année suivante pour que le Canada ait un siège autour de la table, sous pression des États-Unis pour contrebalancer un petit peu le pouvoir des Européens. Donc 1976, le Canada est ajouté et ça devient donc le G7 tel qu'on le connaît. Le Canada qui va d'ailleurs être l'hôte du premier G7, c'est à Montebello en 1981 parce que c'est comme une présidence tournante, chaque pays membre accueille le sommet chacun son tour. Regardez d'ailleurs sur la carte, ça va être le 6e sommet que le Canada organise à Toronto, donc Montebello, Halifax, Huntsville et Kananaskis. G7, G8, pourquoi? Parce que, oui, ça s'est élargi à un moment donné, ça s'est élargi à qui? Vous le reconnaissez ici, Boris Yeltsin. La Russie a fait son entrée en 1998. Ça, c'est un tournant. L'autre tournant, c'est dans la manière d'organiser le sommet. Et ça s'est passé à Gênes. Gênes en 2001. Ici, on est sous les ors de la République, tout va bien, ce sont les discussions. Le problème, c'était les manifestations à l'extérieur. Il y a eu un mort, en fait, à Gênes. Donc, on a décidé de tenir ça maintenant à l'écart des grandes villes pour plus de quiétude. J'étais à cette manifestation-là à Gênes et je peux vous dire que c'était quelque chose, la colère de ces manifestants. Et c'est revenu à G7 parce que la Russie est partie. Et on fait souvent l'erreur, et j'entends des journalistes faire l'erreur, en disant que c'est la réunion des 7 pays les plus riches de la planète. Pas vrai, ça? Non, c'est pas vrai. En fait, ce ne sont plus les 7 pays les plus riches de la planète. Si on regarde le PIB de 2017, voici la liste des 7 pays les plus riches. Vous voyez ici, Inde et Chine, mais ils ne sont pas invités à la table du G7. Donc il y a ces 5 pays-là, auxquels on ajoute la 9e et la 10e économie du monde, Italie et Canada. Et donc à l'idée d'ailleurs de Paul Martin, qui était à l'époque ministre des Finances du Canada, fin des années 90, on a créé un G20 pour plus de concertation entre les grandes puissances. Très bien. Et on verra. Et comme dans les G20, ces G7-là servent aussi beaucoup, Mathieu Prost, à des rencontres formelles, mais informelles entre les dirigeants. Puis on essaie d'apaiser un peu, ou pas, on verra la planète. Merci beaucoup, Mathieu. Bon, voilà, démocrate africain du monde. Vous venez de l'écouter ici, hein, dans ce reportage réalisé par Radio-Canada. Sur le G7, bon, comme vous venez de l'entendre, la Russie n'est plus là, on ne peut plus parler du G8 et il y a des controverses qui, dans le discours du président Trump, comme je l'avais dit, nous avons un monde à diriger, la Russie doit revenir parce que nous savons que la Russie avait été sanctionnée dans cette annexion de la Crimée et ça, vous êtes certainement très informés de ça. Bon, chers amis démocrates africains, ce qui est plus important pour vous présenter cette notion-là, c'est une façon de vous ramener, de vous rafraîchir un peu la mémoire sur ce G7. Pendant que le grillon est à Brazzaville, en Afrique, en train de faire le travail de monsieur l'Afrique, de monsieur Macron, c'est-à-dire continuer à, si vous voulez, à maintenir les dictateurs au pouvoir en Afrique, Emmanuel Macron était donc venu ici au Canada 4 jours avant l'ouverture du sommet du G7. On sait que le sommet s'est ouvert, je crois, le jeudi
à vendredi, donc 2 jours. Mais Emmanuel Macron, le président français, était arrivé ici quelques jours avant pour faire donc, nous considérons un travail de lobbying, avec, pour essayer, si vous voulez, de convaincre certains leaders de mettre un frein contre le président américain, parce que nous savons que les Américains sont en train de défaire tous les accords internationaux de commerce qui existent, parce que l'Amérique se dit victime, ça c'est d'après ce que M. Trump fait, et donc M. Trump simplement essaie de jouer sa position de président de la République pour essayer de dire que ces accords sont contre la sécurité nationale des États-Unis, et donc en utilisant ces expressions, le président donc veto toutes les décisions au niveau du Congrès américain. Donc il se décide de défaire tous les accords. Et donc, dans le plan de Trump, il est en train de crier, si nous voulons dire, il veut, au lieu de parler des accords entre plusieurs pays ensemble, il veut donc créer des coopérations bilatérales, c'est-à-dire entre les États-Unis et les États directs, d'une manière directe. Donc, par exemple, les États-Unis avec la France, un contrat sur les accords, les États-Unis avec tous les autres pays du monde, c'est ce que, en réalité, les gens sont en train de regarder dans le plan de M. Trump. Et plusieurs nations ne sont pas contents de cela. Même nous, ici au Canada, nous ne sommes pas contents de cela. Mais, chers amis, nous allons donc rapidement voir une autre vidéo pour voir un peu quelles sont les intentions de M. Macron en venant quelques jours avant ici, au Canada, avant le sommet de G7. En passant, nous voulons dire, passer notre bonjour à M. Paul Martin, l'ancien Premier ministre du Canada. Nous voulons lui dire merci pour le travail qu'il a fait, parce qu'il faut le dire que l'idée du G7 a été ramenée simplement à l'idée du G20. Et ça, c'est parti de Paul Martin, ancien Premier ministre du Canada, par le travail qu'il a fait. Il faut le dire, c'est un grand homme politique, un visionnaire économique, et qui a réellement apporté la richesse aussi énorme au Canada. Rapidement, nous allons donc aller regarder et nous allons vous dire de quoi nous sommes en train de penser par rapport à ça. Donc, on va simplement essayer de tourner la caméra pour simplement vous faire passer cette section de la... Voilà. Et puis, nous allons écouter cette section de la vidéo rapidement. Les cadres sont prêts. Les leaders préparent eux aussi leur défense et leurs alliances. Le Premier ministre et le président français annoncent qu'ils tiendront tête à Donald Trump. On ne peut pas faire la guerre commerciale entre des alliés. Un front commun pour dénoncer les tarifs américains imposés sur l'acier et l'aluminium pour des raisons de sécurité nationale. Peut-être réviser ce propos risible que le Canada, la France, les pays de l'OTAN pourraient représenter une menace à la sécurité nationale des États-Unis quand en réalité, nous sommes les meilleurs alliés, les meilleurs amis que les États-Unis ont depuis longtemps. Si nous ne réagissions pas à la décision unilatérale et illégale américaine, nous renoncerions collectivement à notre souveraineté. Le ton est donné et les désaccords sont nombreux avec la Maison-Blanche. Commerce, changement climatique ou le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Une décision que le président américain a encore défendue aujourd'hui. Le sommet s'annonce tendu, la tâche de Justin Trudeau ardue. Parce que justement, il voulait positionner le Canada comme un leader qui défend l'ordre multilatéral, qui défend le respect des règles de l'ordre multilatéral. Mais là, ça va être un peu difficile de sauver les apparences. Le G7, c'est une opportunité pour nous de se rassembler. Le Premier ministre a beau jouer au rassembleur, son allié, lui, n'est pas prêt à renier ses principes au nom de l'unité. Peut-être que ça est égal au président américain aujourd'hui d'être isolé, mais nous, ça nous est aussi égal d'être à 6, si besoin était. Pour parvenir à des... Bon, voilà, chers amis, donc, comme vous venez d'entendre, si nous, ça nous est égal d'être à 6, c'est-à-dire que au lieu de parler de G7, parler maintenant du G6, donc simplement essayer d'écarter l'Amérique. Ça, c'est d'après les pensées de Emmanuel Macron. Mais en réalité, le travail de lobbying de Emmanuel Macron pour essayer de coopter notre Premier ministre, donc Justin Trudeau, à pouvoir adhérer à des idéologies de la France. Il faut le dire déjà que la France est en train de partir sur, on peut le dire, dans le chemin de dispersion économique avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne est en train aussi de regarder ses intérêts, parce que le président américain veut vouloir simplement augmenter
des tarifs douanières sur des véhicules américains et des véhicules allemands au niveau des États-Unis. Parce qu'il faut le dire que les États-Unis, c'est vraiment un grand marché, hein, il faut le dire, en ce qui concerne la consommation des véhicules. Vous voyez, chers amis. Et donc, Macron joue au petit malin que nous, en tant qu'électeurs et en tant qu'un citoyen canadien qui a apporté sa voix au Parti libéral, au Parti fédéral libéral aux élections passées, personnellement, je pense que c'était un mouvement très dangereux que Emmanuel Macron est venu faire. Parce qu'il ne faut pas que notre Premier ministre ici rentre un peu dans ce fameux jeu de Emmanuel Macron, ce jeu de manipulation. Nous savons déjà que le Premier ministre du Canada a eu à prendre une décision formelle, hein, c'est-à-dire en représailles sur les taxes douanières sur l'acier et l'aluminium du Canada, que les Américains venaient d'augmenter les taxes douanières. Nous avons répliqué en essayant d'augmenter des taxes sur plusieurs produits américains pour essayer de balancer par rapport aux dépenses que nous allons faire, hein, quand nous allons donc commencer à vendre notre acier et notre aluminium au niveau des États-Unis. Et ça a été apprécié par tous les médias au niveau du Canada, par toute la classe politique au niveau du Canada, parce qu'on ne peut pas aller dans une politique où on nous impose des taxes et nous sommes là en train de rester, que l'Amérique puisse dominer. Mais quand le Premier ministre du Canada l'a fait, il a le fait d'une manière directe, ça a été apprécié par tout le monde, même les partis d'opposition ont tous apprécié parce qu'il faut que le Canada parle d'une même voix. Ça nous plaît ce comportement-là. Et puis, si nous voulons voir, notre Premier ministre a dit, le Canada va commencer à le faire à partir certainement à la fin du mois de juin. Donc on a donné une marge de quoi 2 mois ou 2 mois pour commencer à pouvoir facturer un certain nombre de produits américains ciblés. Et nous avions apprécié cela. Mais nous, en tant que détenteurs du vote, en tant que celui qui a porté sa voix au Premier ministre du Canada lors des élections passées, nous ne voulons pas de cette guerre médiatique que Emmanuel Macron veut vouloir faire. Parce qu'il faut le dire que Emmanuel Macron cherche des partenaires et il cherche une certaine visibilité en essayant de nous introduire. Mais nous sommes les voisins directs des États-Unis, donc si jamais il y a quelque chose qui va arriver, nous serons les premiers à être affectés, c'est-à-dire les emplois au Canada vont être affectés et aussi les emplois aux États-Unis. Et donc, nous avons aimé l'attitude du Premier ministre du Canada qui a préféré la voie diplomatique dans le silence, on peut le dire, hein, une diplomatie, que ça ne soit pas trop de lancer des flèches sur les médias, c'est-à-dire que Donald Trump lance un tweet, que nous aussi notre Premier ministre va se mettre à faire une déclaration. Ça, en tant que porteur de vote ici au Canada, je dis non simplement, je le dis à mon Premier ministre Justin Trudeau, nous ne voulons pas de cette guerre médiatique parce que ça ne va absolument rien nous amener. Parce que ce que Emmanuel Macron est venu faire, c'est simplement vous essayer de vous mettre en porte-à-faux, parce que même vos propres électeurs ne seront pas d'accord que vous vous mettez à ce niveau que quand M. Trump fait une déclaration sur Twitter et vous aussi vous sortez sur les médias, vous êtes en train de faire une déclaration. Et nous disons non. Votre décision a été félicitée, ce que vous avez pris comme décision est très encouragé, mais continuez à le faire toujours dans la diplomatie parce que nous vous connaissons en tant qu'un grand diplomate. Oui, chers amis. Mais nous disons encore à M. Trudeau, attention à l'attitude de M. Macron parce que M. Macron était un manipulateur. Ce que le Canada ne doit savoir, et c'est que aussi les politiciens canadiens doivent savoir, nous voulons, vous le savez certainement déjà, mais nous voulons simplement vous rappeler que le Canada et la France, nous n'avons pas les mêmes positions. C'est-à-dire, la France survit grâce à des moyens qui viennent d'Afrique. Plus de 400 milliards d'euros de l'argent de l'Afrique est géré par, on peut le dire, par la France, hein, par la gestion du franc CFA, l'économie de l'Afrique, les grandes parties des minéraux, de l'exploitation des minéraux de l'Afrique, c'est la France qui en bénéficie. Et nous nous posons des questions, est-ce que la France, en réalité, paye des taxes à l'Afrique à la juste valeur? Non, chers amis. Le Canada, si et seulement si il y a un véritable problème avec les Américains, nous serons les premières victimes des deux parts, hein, que ce soit aux États-Unis comme d'ailleurs au Canada. Mais la France ne sera pas trop la victime parce que la France a ses revenus qui viennent d'Afrique, qui viennent donc compenser, si vous voyez, ces déséquilibres économiques. C'est cela la réalité, chers amis. C'est cela la réalité que nous voulons dire à nos politiciens canadiens.
à nos responsables ici que la France vient en tant que manipulateur, tout en sachant que tout ce que la France utilise pour compenser son économie vient d'Afrique, que ce soit les minerais, la gestion du franc CFA. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela la réalité. Si aujourd'hui, nous, on est en difficulté, mais la France ne sera pas dans la même difficulté, parce que la France a toujours de l'argent qui lui vient gratuitement de l'Afrique. Et c'est qui est totalement différent du Canada ou des États-Unis. C'est ça la réalité. Donc, quand Emmanuel Macron vient ici pour nous mettre en difficulté avec notre voisin le plus immédiat, nous nous disons simplement non. Parce que vous, en tant que la France, vous détenez l'argent. Si vous voulez parler du faire cher, si la France ne peut pas nous dire que elle est logique dans son raisonnement. Elle n'est pas logique dans son raisonnement. Parce que, tout a démontré par plusieurs scandales, par plusieurs investigations, publiées dans plusieurs médias, que les compagnies françaises d'Afrique ne payent pas les taxes. Nous parlons par exemple de Total. Ça a été démontré. Des manigances, des magouilles que cette compagnie fait avec des compagnies écrans pour pouvoir protéger, faire des transactions floues, continuer à piller le pétrole ou les richesses d'Afrique. C'est démontré. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. La France ne peut pas se permettre dans cette position de grands négociateurs. Parce que si nous voulons simplement dire aux leaders de G7, vous qui dominez le monde, parce que vous avez un monde à gérer, parce qu'il faut le dire que ce groupe est là pour gérer le monde économiquement, gérer le monde militairement, gérer les conflits, prévenir tout ce qui sont les catastrophes naturelles, ainsi de suite. Prévenir, si vous voyez, aussi les conflits. Et quand on parle des conflits, ici, nous parlons ici aussi des conflits économiques. Prenons par exemple le cas du Congo-Brazzaville, où vous avez un homme qui venait de créer la banqueroute de ce pays volontairement, il faut le dire, volontairement, après que le même G7 a donné l'autorisation au Fonds monétaire international d'écarter une grande partie de la dette du Congo en 2010, mais en peu de temps, les mêmes individus ont replongé le pays dans l'apocalypse et l'armageddon économique. Et ces mêmes individus sont toujours là au pouvoir, supportés par cette même France qui vient vouloir nous parler de la négociation pour dire que les Américains commencent à mal les traiter. Vous voyez, chers amis. Donc voilà pourquoi nous voulons simplement dire au président Trump, regarde maintenant, dites maintenant simplement à la France, puisque Emmanuel Macron se lève pour pouvoir simplement condamner les Américains. Et nous demandons à tous les responsables, même du Canada, de demander simplement à la France de libérer l'Afrique, de commencer maintenant à payer en réalité des véritables taxes aux Africains, pour que nous puissions en réalité avoir un monde équilibré du point de vue économique, que ce soit les pays africains et surtout les pays francophones qui sont des pays esclaves, de la France. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et nous, en tant que détenteurs du vote, en tant que ceux-là qui ont porté leur vote au Parti libéral, nous disons non à cette manipulation parce que si jamais il y a l'impact économique, la France ne va pas trop subir cet impact économique parce que la France prend tout gratuitement en Afrique. Mais le Canada ne prend pas gratuitement en Afrique. C'est ça la réalité. Et nous voulons dans la même opportunité appeler en réalité les leaders du Canada à réellement regarder les gars de l'Afrique parce que tout le monde est en train de courir en Afrique pour aller chercher, piller les minerais. Mais il me semble que le Canada se dit qu'elle se suffit et qu'elle n'a pas envie d'aller compétir sur le marché africain. Mais nous pensons que la venue du Canada sera très appréciée déjà par les politiques, si vous voyez, humanitaires que le Canada a, la clairvoyance, l'esprit d'éthique dans les compagnies, et essayer d'apporter le véritable changement. Donc nous pensons que le Canada peut être un véritable partenaire avec des compagnies, des deux compagnies en Afrique. Et nous aussi, qui sommes en réalité cette diaspora africaine ici au Canada, nous pourrons être ce chemin-là, on peut le dire, cette chaîne-là, cette transmission-là entre les investisseurs canadiens et nos États africains. Mais pour que nous puissions arriver, il va falloir que le Canada puisse mettre en réalité des véritables politiques, parce qu'on a tendance à penser que les politiques fédérales au niveau de l'Afrique se limitent simplement aux petites donations, aux petites aides, mais en réalité, on ne voit pas le véritable intérêt économique entre le Canada et certains pays africains. Et nous encourageons énormément le Canada à se lancer afin de ne pas permettre à la France de prendre l'Afrique comme un terrain conquis, un terrain de pillage, et cela aussi permettra en réalité au G7 de regarder pour dire à la France non,
si tu veux vouloir discuter des intérêts, mais les gars, c'est ce que tu es en train de faire en Afrique, et nous disons non. Et nous encourageons aussi le président Trump, nous voulons ici appeler le président Trump à ouvrir grandement les yeux sur ce que la France est en train de faire en Afrique, éventuellement sur cette fameuse monnaie du franc CFA, parce qu'il faut le dire qu'il faut couper cette main de la dictature, de la souffrance des peuples, de pillage des minéraux, de non-paiement des taxes, de non-paiement des impôts de ces entreprises françaises au niveau de l'Afrique. Et nous encourageons énormément le Canada à regarder en réalité l'Afrique, parce qu'il ne faut pas qu'on nous dise un jour que si on savait, mais là nous sommes en train de vous informer, tout le monde court, les Chinois courent, les Indiens courent, les Brésiliens courent, les Américains courent, les Européens, tous ils sont en train de courir au niveau de l'Afrique, mais il me semble que le Canada est resté un peu en recul, en se disant que nous nous suffisons, et ça, nous sommes en train de regarder que ça risque de nous impacter, si on peut le dire comme ça, dans le futur, mais en réalité, le Canada demeure un véritable candidat, si on peut le dire, pour travailler avec des compagnies en Afrique, parce que la politique d'investissement du Canada n'est pas la politique de prendre, vous voyez, chers amis, de venir prendre et de ne rien laisser. Non, le Canada n'a pas cette politique-là. Nous voyons que le Canada travaille beaucoup plus avec des échanges bilatéraux, une véritable coopération de construction, et c'est ce que nous voulons et ce que nous encourageons. Voilà, c'était ça sur ce plan. Le Canada ne peut pas se comparer à la France parce que la France reçoit tout gratuitement de l'Afrique. Nous ne voulons pas rentrer dans un porte-à-faux avec notre voisin le plus immédiat parce que nous avons des véritables accords, des compagnies de part et d'autre qui ont besoin réellement d'une véritable diplomatie, comme d'ailleurs ce que le Premier ministre Trudeau est en train de faire. Et nous voulons simplement dire au Premier ministre du Canada de ne pas rentrer dans ce jeu de manipulation que Emmanuel Macron est en train de faire parce que Emmanuel Macron reçoit tout d'Afrique gratuitement. L'économie de la France est pompée de l'argent qui vient d'Afrique. Et donc, nous ne profitons pas si nous restons en porte-à-faux avec notre voisin. Nous allons souffrir pendant que la France ne va pas souffrir au même niveau que nous parce que les investissements de la France, l'économie de la France est pompée par des fonds qui viennent droit de l'Afrique. Parce que la France ne paye pas des impôts, la France va simplement chercher des matières premières, la France supporte des dictatures, des despotes qui garantissent l'économie de la France. Et ça, nous disons non à ce genre de pratiques. Et nous, en tant que détenteurs du vote, nous disons simplement que nous allons continuer à supporter notre gouvernement fédéral qui travaille dans la diplomatie pour essayer d'aménager nos conditions de vie ici. Voilà, donc rapidement, ça, nous avons fini sur cette page. En ce qui concerne la gestion du monde, comme vous allez le remarquer ensuite ici, dans la gestion du monde, la gestion du monde, on va simplement vous donner faire passer une petite vidéo et nous allons écouter ce que le président Poutine avait dit à Emmanuel Macron, parce que ça c'est très important. Si vous avez un mandat à diriger et que vous aviez certains individus, certains pays pensent qu'ils sont les plus forts à continuer à dominer les autres, et nous disons non à ces manipulations, et nous en tant que jeunes visionnaires du monde, qui peuvent aussi apporter, parce qu'il faut le dire, comme on l'avait dit, notre Justin Trudeau, lors du town home qu'il a organisé à Québec, il a dit qu'ils ont besoin de la jeunesse aujourd'hui, pas de demain, parce qu'il a dit, les gens ont tendance à dire que la jeunesse est l'avenir de demain, mais moi je dis non, c'est aujourd'hui que les jeunes doivent s'engager, et nous sommes ces jeunes-là qui se sont décidés de s'engager pour apporter notre contribution à l'humanité, afin d'éviter des conflits, afin d'éviter des dominations qui apportent à la destruction. Nous voulons un monde de paix, un monde où les gens essaient de revenir à l'esprit humanitaire, c'est-à-dire le partage du même gâteau. Même si tout un chacun de nous a un petit morceau, mais néanmoins nous avons reçu un petit morceau et nous sommes capables de manger. Donc rapidement nous allons écouter ce que Emmanuel Macron dit et ce que le président Poutine est en train de dire ici. Ensuite, c'est parce que je crois dans la politique étrangère de la France, qui est une politique fondée sur l'indépendance. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des alliances fortes avec les États-Unis d'Amérique, en matière de sécurité collective, et où nous travaillons remarquablement bien, ce qui fait que moi je dois constamment parler avec le président Trump, et nous avons cette relation très forte. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des désaccords. Il n'y a pas d'alignement systématique.
Emmanuel vient de dire que l'Europe et les États-Unis ont des engagements communs, notamment en matière de sécurité, mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider, nous allons assurer la sécurité. En tout cas, nous allons faire tout ce qui dépend de nous pour qu'il n'y ait plus de nouvelles menaces. Je pense que c'est dans cet axe qu'on doit réfléchir surtout. Quant aux questions de sécurité, je veux rassurer Vladimir, je n'ai pas peur parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule, mais j'ai aussi mes devoirs à l'égard de reste des alliés européens. Et je pense que cette architecture de sécurité européenne que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre responsabilité. Mais elle ne se fera pas en tournant le dos aux États-Unis d'une part, et elle ne peut pas se faire aux dépens d'autres États de l'Europe d'autre part. Et ça, c'est notre capacité à faire. Donc je n'ai pas peur, et je veux faire. Mais on a chacun notre bout du chemin. C'est bien dommage. Bien dommage. Bon, voilà. Ensuite, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, vous venez de voir l'attitude du président Poutine à la fin. Il a simplement enlevé son écouteur traducteur pour lui dire bien dommage. Mais quand vous avez suivi Emmanuel Macron, il a dit quoi à la France? Les principes de la France, c'est des politiques d'indépendance. Des politiques d'indépendance. Mais c'est pas vrai. C'est pas juste ce qu'Emmanuel Macron a dit. Parce que les politiques de la France, ce ne sont pas des politiques d'indépendance. Les politiques des droits de l'homme, les politiques de liberté, ce n'est pas le cas de l'Afrique. Quand on parle de la sécurité ici, quand le président Poutine a dit, le président Poutine faisait certainement allusion à la catastrophe, au chaos de la Libye, ou encore de l'Irak, la destruction des alliés qu'ils ont eu à faire, oui, chers amis. Mais, comme vous le voyez, Emmanuel Macron, là, il change encore de discours. Là, vous l'avez vu, Emmanuel Macron venir convaincre notre Premier ministre du Canada pour aller à l'encontre des valeurs américaines, contre, comme on peut dire, le protectionnisme américain du président Trump. Mais là, vous voulez dire que là, il soutient les États-Unis. Vous voyez qu'il n'y a pas la stabilité politique dans les propos de cet individu. Et nous sommes en train de vous dire, chers amis, les valeurs de liberté, ça ne représente pas la France. Ce qui compte pour la France, en réalité, c'est ce que même le président Poutine dit. Quand on parle des libertés, de la sécurité, il ne s'agit pas simplement de supporter la sécurité de l'Europe ou des États-Unis et tout, mais et la sécurité de l'Afrique. Quand on parle de la sécurité, il ne faut pas seulement voir la sécurité dans le sens militaire, c'est-à-dire dans le sens des djihadistes, dans le sens des terroristes, mais il faut aussi voir la sécurité dans le sens économique. Oui, chers amis. Donc nous pouvons penser que la sécurité économique doit venir avec des politiques qui consistent à vouloir appuyer, chers amis, en réalité sur des valeurs démocratiques, des sanctions, parce qu'il faut le dire que ceux-là qui volent, on ne peut pas leur laisser continuer à piller les économies comme ça. Il faut sanctionner et éventuellement des politiques d'emprisonnement. Il faut emprisonner des criminels et on ne peut pas laisser des criminels en liberté. Des gens comme des Sassou, ceux-là qui commettent des crimes de droits de l'homme, des crimes de guerre, des violations abusives, qui utilisent des méthodes de répression reconnues comme étant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, mais ils sont toujours en liberté parce qu'ils sont supportés par la France. Et la France, vous avez entendu Emmanuel Macron ici nous parle des libertés. Rapidement, chers amis, nous allons encore vous faire passer une petite vidéo que certainement qui va certainement vous démontrer encore, on fait simplement soutenir encore notre thèse, parce qu'ici nous sommes en train de développer une thèse en réalité qui ne représente pas les valeurs en réalité de la France. Il faut le dire que pourquoi nous faisons ces démonstrations, une façon de montrer aux yeux du monde entier que ce n'est pas une façon de dire que nous sommes contre la France, mais nous sommes simplement en train d'exposer la France par rapport aux pratiques qu'ils sont en train de faire en Afrique, dans leur support aux dictateurs, aux criminels, aux véritables criminels, des gens comme les Sassou Nguesso, des gens comme les Ali Bongo, des gens comme les Niassig-Bé, des gens comme les Idriss Déby, des gens comme les Paul Biya, il faut le dire, c'est ça la réalité. Il va falloir que les politiques changent, des politiques d'exclusion de la jeunesse ne peuvent plus représenter le modèle du XXIe siècle. Et tant que la France ne comprendra pas, la France est en train de courir, de buter le mur,
Et ce que nous allons arriver, c'est à une catastrophe économique de la France, si et seulement si la France ne se ressaisit pas, parce que le monde est en train de shifter sur 360 degrés, et nous sommes en train de voir que les Américains sont en train de briser tous les accords économiques qui existent au monde entier, et nous en sommes convaincus que la France perdra son territoire, qui est l'Afrique francophone, hein, que la France a toujours pensé que c'est un territoire conquis, mais en réalité, la France est en train de la perdre. L'Afrique francophone est en train de basculer à l'anglophone. Nous avons déjà prédit ça, et on vous dit que nous sommes en train de nous diriger là. Rapidement, nous allons encore écouter cette conversation qu'il y a eu entre Emmanuel Macron, la diaspora togolaise au niveau de Montréal, lors de la visite de Emmanuel Macron à Montréal, à ce sommet de G7, et nous allons essayer Je suis venu avec mon compatriote pour lui demander de soutenir le peuple congolais dans ses revendications légitimes. Le retour à la constitution de 92, la constitution du peuple, de respect des libertés et droits des populations et d'alternance à la tête de l'État. C'est un régime liberticide qui est là depuis 52 ans. Le père va les produits dans le partage de pouvoir sans partage, et le fils est venu depuis 15 ans. Et puis, il ne se passe rien. Oui. Ne criez pas, je suis j'apprécie beaucoup. Comme je suis courtois, je viens vous voir, mais à l'égard de nos amis québécois, je vais aussi reprendre le cheminement. Sur ce sujet, comme sur tous les autres, moi, vous savez les principes que nous défendons, et donc j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises. Il y a une démarche lancée par l'Union africaine et les représentants de l'Union africaine pour justement qu'il y ait des élections libres et que la Constitution soit respectée, que la Constitution inscrive ce qui est d'ailleurs ce qui a été énoncé par l'Union africaine, c'est-à-dire une limitation du nombre de mandats dans le temps, et que le peuple puisse s'exprimer et procéder à une transition démocratique. Bon, voilà, chers amis démocrates entiers, vous aviez entendu cette expression de Emmanuel Macron, président de la République de France. Il vous dit qu'eux, ils soutiennent ce principe qui est basé à l'Union africaine. Depuis quand l'Union africaine a-t-elle soutenu la démocratie en Afrique? Depuis quand? Et quelle est la position de la France? Qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour la situation au Congo-Brazzaville, là où les valeurs constitutionnelles n'ont jamais été respectées? Un homme qui a changé la Constitution, un référendum anticonstitutionnel qui a entraîné la mort de plusieurs Congolais, et ce même temps a tiré à balles réelles sur les populations du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que l'Union africaine a-t-elle fait quand Sassou Nguesso a simplement perdu l'élection présidentielle et a simplement mis son armée dans toutes les villes du pays pour massacrer les Congolais, en usurpant la victoire et en se proclamant président de la République? Et qu'est-ce que l'Union africaine a-t-elle fait quand Sassou Nguesso a pillé l'économie de l'Afrique, non pas seulement l'économie du Congo, non pas seulement l'économie du Congo, a plongé la zone CEMAC qui regroupe plusieurs pays, et donc simplement à détruire cette zone CFA, il faut le dire comme ça. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait sur le Gabon quand Ali Bongo a perdu des élections, a pillé et s'est mis à massacrer les Gabonais? Qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Au Togo, qu'est-ce que l'Union africaine a fait quand ce même Eyadema Gnassigbe vient de changer la constitution, modifier et massacrer les Togolais? Qu'est-ce que cette Union africaine a fait, chers amis? En République démocratique du Congo, vous avez un dictateur, un despote, un criminel qui se contente au pouvoir, qui manipule, qui ne respecte aucun accord. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Et on peut citer plusieurs exemples. Prenons le cas du Burundi, où vous avez un Nkurunziza qui vient de changer la constitution, demeure au pouvoir jusqu'en 2035, et certainement une longévité de pouvoir, mais que d'ailleurs, nous venons de voir qu'il a fait semblant de faire volte-face pour dire qu'il ne sera pas candidat en 2020. Mais bien sûr que Nkurunziza sera candidat, il le fait simplement pour laisser passer cette vague, si vous voulez, de manifestations. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait quand Ouattara vient de changer la constitution de Côte d'Ivoire? Et là, il se proclame même que voilà que les compteurs ont été remis à zéro par le changement de la constitution de 2015. Donc, il peut encore être candidat en 2020. Alors, chers amis démocrates africains, quand Emmanuel Macron nous renvoie au chartes de l'Union africaine, mais c'est simplement de la poudre des piments dans les yeux des Africains. Ils sont en train de dire aux Africains qu'ils sont les plus cons. Voilà pourquoi on vous dit, ce jeune-là, il fera 5 ans de pouvoir, les Français vont les chambouler de pouvoir. C'est ça la réalité. L'instabilité politique
fait de la France un pays instable économiquement. C'est ça la réalité. Parce que vous voyez des gens qui viennent et qui sont simplement guidés par des multinationales, parce que ceux-là qui sont au pouvoir ne voient que leur intérêt, leur mal d'argent qui rentre par les portes du derrière. Ils ne voient pas en réalité le véritable danger qui est en train de courir leurs États, dans le cas où l'Afrique devient simplement une bulle. C'est ça la réalité. Et Emmanuel Macron vous dit que ce qui se passe au Togo, ils encouragent les politiques de l'Union africaine, et donc c'est ce que la France fait, le respect des valeurs des démocraties. Mais plusieurs exemples sont en train de démontrer que même la charte de cette organisation de la francophonie n'a jamais respecté. La charte sur la démocratie, sur le droit de l'homme, sur les constitutions, ça n'a jamais été respecté. Et là, on veut vouloir accuser Michaël Jean. Voilà, vous avez vu le soutien que Emmanuel Macron veut apporter à la ministre des Affaires étrangères du Rwanda pour faire du beaux yeux et des poupées au Rwanda, pour essayer simplement de vouloir pousser à la poubelle Madame Michaël Jean. Mais vous voyez qu'en réalité, Michaël Jean ne peut rien tant que cette organisation est pilotée par les responsables à la tête de l'État français et qui n'ont qu'un seul intérêt, simplement garantir les intérêts de la France, peu importe le non-respect des droits de l'homme, le non-respect des constitutions, peu importe la souffrance des peuples. Vous voyez, chers amis, parce que vous avez vu Emmanuel Macron l'a dit simplement dans une déclaration, que M. Soudon l'a fait passer une fois, nous avons fait passer ce message audio, il dit simplement à ceux de l'opposition d'Afrique qu'il ne devait pas compter sur Emmanuel Macron. Vous voyez, chers amis. Donc c'est sur la réalité, la France est là pour maintenir, supporter les dictateurs, et nous, en tant que jeunes avertis, le président Barack Obama nous l'a dit, et nous sommes sur le pas du président Barack Obama, quand il a dit à Addis Abeba que vous dites que l'Occident choisit vos leaders, mais quand vous mettez à faire des propagandes, à manifester, vous vous arrêtez, vous n'allez pas jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous nous lançons sur ce chemin. Nombreux parmi nous ont été tués. Par exemple, tous ces jeunes propagandistes au Congo de ras-le-bol qui étaient mis en prison, qu'on a libérés récemment. Mais on peut parler du jeune Batola qui a été assassiné. Ils sont nombreux comme ça au Congo. On peut parler de la République démocratique du Congo. Tous ces jeunes activistes qui ont été assassinés. Nombreux sont en train de perdre leur vie parce qu'ils se sont décidés simplement de continuer jusqu'au bout. Mais c'est ça aussi le prix du sacrifice à payer. Et nous sommes sur ce chemin du sacrifice. Nous n'allons jamais lâcher le mauvais comportement de la France. Vous êtes des grandes puissances, vous êtes capables de faire tout ce que vous allez faire sur nous. Mais en tout cas, simplement, chers amis, on vous le dit, nous mourrons de la dignité pour dénoncer le soutien que la France apporte aux dictateurs, aux criminels, à ceux-là qui pillent les économies, qui détruisent les vies des citoyens africains. Parce qu'il faut le dire que les jeunes africains ne veulent pas parler de l'immigration, ils veulent vivre chez eux en paix, tranquillement. Ils veulent travailler chez eux, ils veulent voir aussi leur pays émerger, en réalité émerger. Si cela arrive en Afrique, vous ne verrez pas ces jeunes Africains-là prendre le chemin de la Méditerranée pour revenir en Europe. C'est jamais vu. Jamais ils vont le faire. Parce qu'il fait beau vivre en Afrique. Les gens vivent tranquillement. S'ils ont leur emploi, un pays stable, un pays où les gens sont capables de travailler, de passer leur vie, ils resteront chez eux. Mais pourquoi vous ne voulez pas donner cette vie aux Africains? Parce que simplement, vous supportez les dictateurs, ceux-là qui tirent à balles réelles sur leur population. Et nous disons non à ces gens de manipulation. Et donc, Emmanuel Macron, arrêtez de distraire les jeunes Africains. Voilà pourquoi nous disons encore à tous ces Congolais-là que nous avons vu en train de faire des propagandes pour ramener Emmanuel Macron à la présidence. En réalité, c'était une erreur parce que ce monsieur est plus ambitieux que les Hollande, que les Sarkozy. Il va nous emmener tous à une destruction complète. Ce qui compte pour Emmanuel Macron, ce sont les intérêts. Et non pas les intérêts de la France, parce qu'on utilise la France comme une nation, mais leurs propres intérêts. Et nous, en tant que jeunes avertis, on dira non, monsieur le président, on vous le dit, on vous respecte pour votre statut de président, mais en tout cas, nous ne respecterons pas les politiques du mensonge que vous venez faire et ce que vous êtes venu faire chez nous en Afrique, parce que vous l'avez dit au Burkina Faso, chers amis. Vous avez, la première des choses que vous avez mis en place quand vous êtes devenu président, c'est de mettre un conseil africain à l'Élysée. Pourquoi mettre en place ce conseil africain à l'Élysée? C'est simplement continuer à conserver la France-Afrique. C'est ça la réalité. Vous n'êtes pas là pour la décision parce que si vous étiez là pour les changements, vous ne devez pas aller coopérer avec un homme comme Sassou. Vous ne devez pas recevoir Sassou à l'Élysée en lui tenant la main, en posant des photos avec lui. Vous savez que cet homme a commis des crimes de guerre
des crimes de sang. Il a commis le génocide au Congo, vous le savez. Et le génocide, ça s'est passé au 21e siècle, donc pendant 2 ans, donc de 2016 quasiment jusqu'en 2018. Il l'a fait, vous le savez. Vous avez toutes ces informations. Les Nations Unies sont au courant de tout. Mais rien n'est fait parce que vous continuez à les protéger. Et nous, en tant que jeunes Africains, avec nous disant non à ce genre de politique. Et nous lutterons toujours pour vous dénoncer. Et quand vous êtes habitués à massacrer, faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, nous avons rapidement parlé de ça. Nous allons simplement... bon, l'affaire de Mbemba, je crois qu'on l'a déjà mentionné. Hein, Jean-Pierre Mbemba ne devait pas aller à la CPI. C'est plutôt, hein, chers amis... ceux qui commettent des crimes de guerre en repris centrafricain, nous savons c'est Sassou, parce que celui qui est le financier, ça on l'a dit. Je suis simplement allé regarder les notes. Chers amis, rapidement, nous allons, vous vous souvenez certainement, hein, le Canada est un pays que nous aimons bien, mais nous aimons ce pays parce que ce pays est tellement très clair dans plusieurs choses. Nous nous souvenons, chers amis démocrates africains, je vais simplement essayer de retrouver l'image. Je crois que ça c'est fait, ça c'est fait. Je crois que ça c'est fait. Bon, je crois que je peux fermer cette page. Nous avons, vous vous souvenez, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, qu'il y a eu des despotes africains qui ont investi ici au Canada. Et nous nous souvenons que plusieurs dignitaires du régime Sassou ont investi ici au Canada. Ils ont acheté des biens immobiliers, ils ont acheté, ils ont investi hein, avec l'argent du contribuable congolais, l'argent des Africains ici au Canada. Bon, il y a eu des groupements dans des diasporas qui se sont organisés pour réellement suivre l'affaire avec la publication du Journal de Montréal. Et nous avons encore cette publication hein, pour le Congo-Brazzaville. On va simplement, rapidement, avant que nous rentrions, permettez-moi, chers amis. Bon, voilà, donc on va essayer de tourner la caméra. Ce journal de Montréal, vous le savez, ça représente le Congo-Brazzaville. Vous voyez, ce visage vous dit quelque chose. C'est Bouya, voilà. Jean-Jacques Bouya. Si vous voyez les despotes, ceux qui sont alliés aux despotes, ils sont nombreux. Là, c'est Bouya encore. Là, c'est Wilfrid Nguesso. Mais il y a plusieurs personnes. Hein. La liste, elle est grande parce que la liste qui a été donnée dans les enquêtes avec la Gendarmerie royale du Canada, les Alain Akwala, tous ces généraux-là qui ont des maisons, qui ont envoyé leurs enfants, tous leurs noms sont répertoriés. Donc, si dans cette liste-là, il y a Etou Obami, comme vous le voyez ici, là, celui-là qui était un peu, si vous voulez, l'agent, hein, celui-là qui est en train de vendre, et tous les gens de la diaspora du Congo-Brazzaville qui sont en train d'aider ces gens-là à prendre des maisons, à acheter des biens. Comme vous le voyez, chers amis, dans ce journal de Montréal, vous voyez la maison que Wilfrid Nguesso avait achetée à Mont-Royal ici au Canada, avec une valeur de plus de 1,4 million, avec l'argent du contribuable congolais. Vous le voyez, ça c'est la maison de Wilfrid Nguesso. Mais il n'y a pas que ça, parce que sa femme aussi, à l'heure où nous sommes en train de parler, sa femme et les enfants avaient même déménagé. Ils ne vivent plus là. Donc, vous voyez, chers amis. Donc là, vous avez du côté du Tchad, et encore, vous avez des maisons achetées avec de l'argent du contribuable africain, des despotes qui se sont simplement décidés de piller leur pays à venir investir au Canada ou au Québec. Mais là, on a découvert qu'il n'y a pas que le Québec. Vous voyez, chers amis, il y en a plusieurs villes. Et là, vous avez encore... du côté du Gabon, encore des despotes africains qui volent l'argent d'Afrique, chers amis. Et vous le voyez du côté de l'Algérie. Et la liste, elle est longue comme ça du côté du Sénégal, ainsi de suite. Nous nous souvenons de ça. Ça, c'était la publication faite par le Journal de Montréal. Et nous avons toujours gardé ces archives-là. Tout ce qui sont ces archives-là, nous les garderons parce que, chers amis,
le monde tourne, le monde va tellement vite et nous en sommes convaincus que nombreux parmi vous ne détiennent plus encore ça. Nous avons au moins 10 comme ça là. Toutefois qu'il y a un article qui sort sur des biens de l'Afrique qu'on pille, de l'argent qu'on pille pour venir investir en Occident. Dès qu'on a ça, un article, que ce soit même un petit article comme ça, tout de suite nous les mettons dans les archives parce que, chers amis, quand nous allons arriver à chasser les despotes, tous ces biens doivent revenir en Afrique, doivent revenir dans ces États. Et c'est ça la réalité. Mais vous voyez, chers amis, le Canada est un bon pays qui est totalement différent de la France où vous avez la politique contrôle tellement la justice, la politique contrôle tellement la police. Le Canada est totalement différent de ça. Vous voyez que c'est une déclaration, un article écrit par le Journal de Montréal, que les diasporas de tous ces pays se sont regroupés, formé un bloc pour poursuivre l'affaire et donc ramener l'affaire à la Gendarmerie royale du Canada. Bon, la Gendarmerie royale du Canada, ne pouvait pas trop intervenir parce que les politiques sur les investissements étrangers avaient une brèche qui permettait donc à ces dictateurs-là de venir s'acheter des biens au Canada sans pourtant être inquiétés. Mais il y a un projet de loi qui avait été voté à l'Assemblée, qui est devenu une loi, ça a tout changé, donc ça permet donc à la Gendarmerie royale du Canada d'enquêter en réalité sur le blanchiment d'argent, de l'argent volé dans les pays africains qu'on vient simplement investir au Canada. Donc on prive les gens des conditions de santé, des hôpitaux, les écoles, pour leurs propres biens. Et la liste n'est pas seulement limitée à ces gens que vous avez vus, pour le Congo-Brazzaville en tout cas, tous les enfants des colonels, des généraux, des administrateurs qui vivent à Montréal, ceux-là qui sont venus favorisés par des agents d'immigration, parmi eux il y a des Congolais à l'intérieur, qui prennent des petites inscriptions pour les ramener ici, et après ces gens-là viennent s'acheter des maisons, des appartements au nom de leurs enfants. Mes chers amis, ne vous en faites pas, nous avons répertorié tous ces gens-là, parce qu'il va falloir qu'il y ait une enquête générale pour pouvoir savoir d'où vient cet argent que ces gens-là arrivent à acheter des maisons. Est-ce que leurs parents étaient des opérateurs économiques au Congo ou c'est l'argent du Congo qu'ils ont voulu pour s'acheter des biens? Ne vous en faites pas parce que le Canada est un pays très clair. Et chers amis, et comme on vous le dit, la Gendarmerie royale du Canada a déjà ouvert une enquête et continue de travailler. Des investigations suffisamment avancées. Nous voulons simplement vous montrer, certainement nombreux parmi vous ont eu à lire cet article, encore publié par le Journal de Montréal, comme vous voyez, enquête de la Gendarmerie royale, donc la JRC, sur les biens mal acquis d'Afrique au Québec. Mais ça ne se limite pas seulement au Québec, ça va voir tous les investissements que ces gens-là sont en train de faire ici au Canada, dans toutes les provinces, pour pouvoir simplement essayer de regrouper cet argent afin de le remettre cet argent dans des pays réellement démocratiques ou investir cet argent à d'autres fonds ou à d'autres organisations à but non lucratif. C'est ça, chers amis, l'enquête est déjà lancée. Donc, les Bouya, tout ce monde qui ont volé de l'argent, les Wilfrid Nguesso qui ont volé de l'argent, on vous avait déjà dit, chers amis, nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde. Si au Congo vous êtes habitué à voler, à vous laisser en liberté, on vous dit, ici ce sont des pays de loi, vous volez de l'argent, vous faites souffrir les gens, pensant que vous allez être en liberté ici. Non, chers amis, vous n'allez pas vous passer comme ça. Ça sont de l'argent des citoyens dans vos pays que vous avez volé et vous êtes en train d'investir. Et le Canada est différent de la France, on vous le dit, ça aboutira. Tous ces biens répertoriés, volés, de l'argent volé que vous avez acheté des immeubles ici, ça va être récupéré et remis aux contribuables congolais, mais pas au régime criminel et dictatorial de Sassou, au véritable Congo. Et le nouveau Congo que nous sommes en train de travailler là-dessus. Il n'y a pas que nous qui travaillons dans ce nouveau Congo, il y a plusieurs partenaires, plusieurs personnes qui travaillent avec nous dans ce nouveau Congo. C'est ça la réalité. Donc, chers amis, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que Bouya, tous ces colonels, tous ceux-là qui sont
proches de ce régime, hein, qui ont acheté des maisons à Montréal, dans les bons lieux du Québec ou partout au Canada, nous avons leur nom, les Alain Akwala, tout ce monde, ces dignitaires, des enfants des colonels, des généraux, des administrateurs du régime Sassou, et qui ont envoyé leurs enfants pour faire des études et qui n'ont jamais même réussi les études, c'est ça la réalité. Ils ont tous brillamment échoué ici au Canada, mais ils ont profité de statut, ils se sont fait certainement taper des résidences, acheter des biens, mais on vous le dit, l'enquête de la Gendarmerie royale du Canada est là, la clairvoyance est là, on va simplement vous dire, vous êtes tous répertoriés et que la Gendarmerie royale du Canada fera son enquête. Si se prouvait que l'argent que vous avez acheté des biens vous appartient à vos parents qui étaient des opérateurs économiques au Congo, avec de la richesse laissée, obtenue au travers des héritages, ça c'est normal, on va vous laisser évoluer, mais si c'est de l'argent que vous avez pris au contribuable congolais, ça c'est des choses, comme vous le dites, ça sera récupéré. Le Canada n'est pas la France où la justice est manipulée par la politique, hein, comme déjà le cas Christelle Sassou, qui a pillé de l'argent, des biens mal acquis, mais qui se fait simplement libérer en payant 10 millions d'euros à la justice française, et des gens François Ndengue qui se font libérer nuitamment, et on vous le dit, vous êtes un criminel économique, un criminel du sang. Le Canada ne sera pas un territoire que vous vivrez en liberté. Votre place, ça sera au cachot. Voilà. Donc, nous avons couvert cette affaire. Nous avons couvert, je crois que, Mbemba. Bon, chers amis, on va vous faire une révélation. On va vous faire une révélation. La révélation, le système du baie vitré que nous avons toujours parlé, fait que tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Et vous n'allez jamais vous échapper de ça. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes suivis. Ce que nous sommes en train de dire, nous sommes écoutés. Donc même ce que vous faites dans vos maisons sont écoutés, sont suivis. Aujourd'hui, avec la technologie, même vos téléviseurs intelligents sont capables de vous enregistrer, de vous regarder tout ce que vous faites. Vos téléphones sont capables de vous écouter. Des gens vous écoutent à travers votre propre téléphone. C'est ça la réalité. Le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Alors, les manigances qui sont en train de se faire au niveau de Oyo, au niveau de Olombo, de Tikapika, dans le rouage de Sassou, dans sa maison, tous nous sommes informés. Nous sommes informés de ça. Nous sommes informés de ça. Il y avait eu des accords en mars 2013, des accords de construction entre les grands travaux gérés par Jean-Jacques Bouya et le général Blaise Adoua. Ces accords constituaient de mettre en place ce que nous appelons la DCA. C'est quoi la DCA, chers amis? C'est simplement détection canon anti-aérien. Et un simulateur hein, de l'armée de l'air. Donc le simulateur, c'est simplement des éléments techniques qui appuient donc la sécurité aérienne ou la protection aérienne. Et donc ce DCA, c'est simplement ce simulateur qui arrive donc à détecter tous les mouvements ennemis, des projectiles ou encore des éléments, des avions qu'on n'arrive pas à identifier. Et donc cette DCA, et donc cette détection, et donc c'est donc ce système qui permet donc d'envoyer donc des canons, des missiles pour pouvoir faire éclabousser tout ce qui vient de l'ennemi. À l'heure où nous sommes en train de parler, Adoua n'est plus en vie, mais la DCA a vu sa construction au niveau de Olombo. Des multimilliards de francs CFA, on peut dire des dollars ont été investis dans cette affaire de DCA. L'argent du contribuable congolais que Sassou utilise au lieu d'aller construire des hôpitaux, mais lui, il construit toutes ces choses de la haute technologie pour sa sécurité personnelle, pour se rassurer que le pouvoir est protégé dans sa famille, dans son clan, dans sa famille Oyo. Donc, plusieurs milieux, parce que cette DCA devait se construire dans une zone marécageuse, ils ont finalement réussi à construire cette DCA, donc simplement détection et canon anti-aérien, avec un simulateur de l'armée de l'air,
pour se protéger le pouvoir. Et cette DCA a été construite à Olombo, en face de l'aérogare civil. C'est là où est placée cette DCA. Mais, chers amis, ce qui est très grave, c'est que tous ces équipements militaires aériens est fonctionnel grâce à la technologie française, appuyée par des entreprises françaises. On va vous citer les entreprises Thales, donc T-H-A-L-E-S, EDF Suez, ZH Energy. Ce sont ces entreprises-là, c'est leurs technologies qui sont appliquées à cette DCA qu'on a installée à Olombo pour la protection individuelle de Denis Sassou Nguesso, son clan. Et on vous le dit encore, au niveau d'en face de l'aérogare civil, au sous-sol, ils ont construit des bunkers là où ils ont caché une forte poudrière en armement qu'ils cachent pour pouvoir utiliser en cas de force pour aller massacrer les Congolais. Par exemple, le massacre de nos populations de Poul a été fait avec des armes et qui sont sorties de cette poudrière qu'ils ont mis en face de l'aérogare civil. Ça, c'est la première poudrière. Et puis, sans compter celle qu'on a mis au niveau du parc d'Ozala et aussi d'autres qu'on a mis au sein même de l'hôpital, de Oyo. Au sous-sol, il y a aussi des bunkers qu'on a dissimulé des armes à l'intérieur. On peut dire, chers amis, par cette technologie française qui est utilisée par la DCA Sassou, on peut dire que Thales et ces entreprises françaises sont simplement les bras armés de la technologie pour Denis Sassou Nguesso. Et nous, en tant que jeunes Africains, nous disons non à ces pratiques, non à cette manipulation, à l'argent du Congo qui est investi pour la protection d'un seul individu qui, au lieu d'aller investir dans les écoles, dans les universités, au lieu de payer les salaires, non, l'argent est investi pour la protection des normes. Et cette DCA a été faite avec les accords des services secrets sud-africains que nous appelons les Scorpions. Ce sont ceux-là par le biais de Zuma, Jacob Zuma, au temps où il était président sud-africain, c'est eux qui ont travaillé dans ce système pour permettre à Sassou Nguesso d'avoir ce système de balistique, parce que souvenez-vous, on vous l'a toujours dit que Sassou Nguesso avait mis en place des systèmes de missiles balistiques, mais ça a été encore confirmé hier par nos sources nous ont encore reconfirmé cette DCA, et aussi on nous a apporté des entreprises qui ont apporté leur expertise dans la technologie. Éventuellement, ce sont ces entreprises françaises que nous avons entendu parler. Éventuellement, chers amis, il faut le dire aussi par le biais de la société Ekron, parce qu'il faut le dire que le paiement, les transactions se sont réalisées par le biais de la compagnie Ekron qu'on appelle Paramount. Paramount, ce sont eux-là qui ont travaillé avec Sassou Nguesso pour installer cette DCA. Nous sommes dans le système du BVT, chers amis. On vous avait dit que vous ne pouvez jamais rien faire qui va rester caché. Tout ce que vous ferez derrière vos maisons seront informés. Et nous sommes là pour apporter ça au peuple du monde entier. Pour que vous puissiez savoir que ce qui se passe au Congo, c'est une véritable destruction et catastrophe. Le deal que Sassou Nguesso a fait éventuellement avec l'arrivée de Le Drian en France, c'est venir exactement concrétiser la passation du pouvoir du père au fils, éventuellement concocter des gens comme des parfaits Kolela, des Satima Biala, les Mathias Nzan. Il faut le dire que des pauvres hommes politiques qui n'ont aucune vision pour le Congo, c'était contre leur ventre affamé, donc peu importe le sacrifice des populations. Donc vous voyez que tous ces investissements que Sassou a fait en mettant en place cette DCA, c'est simplement une façon de vous dire que l'homme est là pour durer, pour se concocter au pouvoir. Mais, chers amis, ce qui est encore très grave, c'est que le nouveau patron de cette DCA, de tous ces équipements, c'est Serge Aubois. C'est lui, hier, dans les 3 jours passés, les éléments de Serge Aubois ont eu donc à voler les armes, quelques armes, il faut le dire comme ça, à Olombo, dans cette base militaire. Pourquoi? Parce que ces hommes sont très maltraités, ces hommes ne sont pas payés d'une manière convenable. Parce que Sassou est en train de privilégier des étrangers autour de sa sécurité. Et donc, quelques jeunes se sont levés, ils se sont dit non, ils ont simplement allé voler quelques matériaux. Ouais, chers amis. Mais, ce qui est très grave pour Sassou, c'est qu'il est en train de chercher des voies et moyens comment tester ce simulateur
de l'armée de l'air, cette DCA, donc cette détection, le canon antiaérien, comment tester ça? Parce que la construction est finie, les choses sont là, la DCA est là en face de l'aérogare civile à Olombo, protégée un peu par des armes, par les armes qu'on a conçues autour. Comment tester ça? Ça se longtemps de se poser des questions. Bon, chers amis, on vous le dit, ne soyez pas étonnés qu'un jour, dans les jours qui vont suivre, on va vous dire qu'un avion s'est écrasé autour de la zone d'Oyo, ou dans un rayon de 400 mètres ou de 500 mètres, ou peut-être on peut dire 3 km. Ne soyez pas étonnés, parce que Sassou va tester ça sur, en réalité, sur des avions. Il va le faire, il va tester ça pour se rassurer que ça fonctionne. Il va le faire. Donc, ne soyez pas étonnés quand on vous dit qu'un avion s'est explosé en République démocratique du Congo ou en République centrafricaine. Sassou va le tester parce que ce qu'il a mis, il a mis un truc pareil avec un rayon qui peut atteindre même les pays voisins. Donc vous voyez on vous l'avait dit que l'homme n'est pas seulement dangereux pour le Congo-Brazzaville, mais il est dangereux pour toute la sous-région. Ne soyez pas étonnés quand on vous dit qu'un avion de ligne s'est explosé dans les zones du Congo-Brazzaville, parce que Sassou va le tester. L'homme est malade, il va le tester. Il peut toucher un avion américain, un avion français, un avion ainsi de suite. Et tout ça, c'est avec la complicité des technologies françaises qu'il a apporté à Sassou. C'est ça la réalité. Le système du baie vitrée, et nous sommes là pour vous apporter cette vérité-là. Ce qui s'est passé, une réunion secrète s'est encore réalisée ces derniers jours, où les gens de Serge Oboa Saint-Antoine sont tombés d'accord pour pouvoir raser tout le pays en cas de guerre civile, parce qu'ils sont préparés pour tous les scénarios. Ils se sont préparés pour tous les scénarios. S'ils arrivent à perdre le pouvoir, ils vont faire la guerre à tout le pays. Ils vont briser tout le pays parce qu'il faut se maintenir au pouvoir. Ils sont d'accord à pouvoir éradiquer tout le pays, raser tout le pays parce qu'ils veulent se contenir au pouvoir. Ils sont d'accord pour pouvoir brûler tout le pays, à brûler Pointe-Noire pour se maintenir au pouvoir. Alors, chers amis, on veut simplement leur dire ceci. Le président russe vous avait montré notre technologie, ça fait pas très longtemps. Ces DCA-là, c'est des technologies éphémères. Les bunkers personnels que vous avez construits, nous sommes suffisamment informés sur vos épaisseurs. Et on vous le dit, chers amis, de la même façon que vous vous préparez à se maintenir au pouvoir, à contenir au pouvoir, à briser le peuple congolais, nous aussi nous nous préparons en tant qu'individus, en tant que sauveurs du monde. En tant qu'humanistes, il faut que nous arrivions à libérer les populations qui sont prises sous l'emprise des criminels et des dictateurs au Congo-Brazzaville. Et nous sommes en train aussi de nous préparer pour pouvoir démanteler toute votre petite intelligence que vous avez mis en place pour simplement continuer à piller les richesses du Congo. Et nous aussi, nous nous préparons. Et comme on le dit, le monde appartient à Dieu. Tous nous ne sommes nus et nous venons sur cette terre. Et les richesses nous venons de trouver ici. Et nous pensons que tout un chacun de nous a ce devoir-là de maintenir ce global village. Comme on a dit que le monde est un village. Les problèmes du Congo affectent les voisins. Les problèmes américains vont affecter les problèmes des Congolais, vont affecter les problèmes des Canadiens, ainsi de suite. Et nous devons, en tant que citoyens de ce monde, de préserver, d'éviter que les conflits puissent affecter le monde. Et nous pensons que des reptiliens de la mauvaise espèce, comme Denis Sassou Nguesso, n'a plus sa place. Les gens comme les Denis Christel qui ont pillé le Congo n'ont plus de place, ont liberté, parce que leur place est dans les prisons. Donc il faut forcément que nous travaillions dans les projets de la libération concrète du Congo. On vous a dit, le projet politique, pour le moment, on n'est pas la solution du Congo. Il faut qu'on vous voyez que l'homme se prépare en investissant des multimilliards de dollars, en achetant des équipements militaires, des matériels de combat lourds pour se contenir au pouvoir. Vous voyez que la solution politique ne serait jamais la bienvenue. Donc il faut chercher forcément une solution armée pour pouvoir déboulonner ça sous le pouvoir. Il faut le faire le plus rapidement que possible. Et nous appelons simplement aux décideurs du monde, au G7, à tous ces responsables. Vous comprenez que la sécurité du monde dépend de tous les citoyens. Le Congo-Brazzaville vit un danger. L'Afrique centrale a un danger. Travailler dans le sens de la libération réellement du Congo-Brazzaville. Maintenant, pour ces entreprises-là qui sont en train de travailler avec des dictateurs comme Sassou, mais on vous le dit simplement, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, il va falloir que ces entreprises-là puissent cesser d'exercer leurs activités dans des pays où les droits de l'homme sont respectés. Voilà, donc je vais rapidement regarder si j'ai oublié quelque chose. Je crois que je n'ai pas oublié quelque chose. En ce qui concerne le pouvoir,
Chers amis, on vous dit, la vie est comme une danse. Hein? La vie est comme une danse. Vous voyez que quand vous dansez, vous suivez le rythme d'une chanson. Vous le suivez. Mais il y a ceux-là qui composent ces danses-là, ce qu'on appelle les leaderships. Mais dans tout ce que nous faisons, chers amis, si nous allons étudier, si nous allons travailler, si nous voulons être chefs, le but principal, puisque nous vivons dans un monde où il nous faut de l'argent pour vivre, le but principal, c'est d'aller travailler pour gagner de l'argent. Maintenant, ça dépendra de la façon dont vous voulez gagner cet argent. Et combien d'argent voulez-vous gagner? Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Combien d'argent voulez-vous gagner? Et comment voulez-vous gagner cet argent? Mais si nous essayons de regarder dans ce monde, il y a deux caractères typiques dans ce monde. Il y a un caractère qui gagne de l'argent de manière légale, et donc, qui a ce côté du partage, c'est-à-dire que ce qu'il peut gagner, il peut le partager avec sa famille, il peut partager avec ses amis, il peut partager avec la société, par le biais des contributions, des organismes à but non lucratif, à aider des associations, ainsi de suite. Et il y a aussi un caractère des gens avares, des gens aigris, des gens qui, excusez-moi, dans leur façon de faire, ne pensent seulement qu'à prendre ce qui appartient aux autres. Excusez-moi. Apprendre à ce qui appartient aux autres. Donc il y a deux types de caractères. Ceux qui peuvent partager, et puis ceux-là qui veulent seulement prendre les autres et tout s'accaparer de tout. Dire que c'est eux qui dominent. C'est eux qui... ce qui appartient à tout le monde leur appartient simplement. Mais la vie est faite de cette danse-là, chers amis. Parce que dans la vie, il y a des moments où, comme on dit, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on peut être leader, on peut devenir chef, on peut être leader d'un groupe. Il y a des moments où on perd aussi le leadership. Donc, on suit maintenant un autre leader. Vous voyez, chers amis. Mais ces gens-là qui ont ce côté caractère de tout prendre aux autres, veulent toujours demeurer leaders dans toute la vie, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Nous sommes ces jeunes-là qui pensent que nous vivons dans un environnement de communauté, de société, du global war, du global village, comme on dit, un village global qui est le monde, et nous sommes ces jeunes-là qui pensent partager. Nous sommes ces jeunes-là qui pensent à se partager le minimum que nous avons. Le minimum que nous avons. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés dans ce combat de la libération du Congo. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas laisser nos frères, nos sœurs, nos mamans qui sont en train de souffrir d'une dictature seuls. Il faut que nous nous engageons à partager leurs souffrances, à informer au monde entier réellement ce qui se passe dans ce pays-là. Et nous nous sommes dit, ce pays-là détient des richesses, il va falloir que nous nous engageons à récupérer ces richesses-là, à les vendre et à partager aux citoyens de tout ce monde-là. Mais en partageant aux citoyens du Congo, ça ne va pas seulement profiter aux citoyens du Congo. Les citoyens du Congo vont s'acheter du matériel qui est fabriqué au Canada, aux États-Unis, en Chine. Donc vous voyez que ça va faire tourner l'économie du monde entier parce que nous vivons dans un village global. Ça s'appelle la constitution de la société, la contribution de la société, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais nous faisons face à nous des gens qui aiment tout prendre, des gens qui aiment tout contrôler, des gens qui veulent que tout ce qui existe leur appartient à eux seuls. Et c'est le système Sassou. Ce sont ces partenaires qui se sont construits autour du Congo, autour de l'Afrique, autour de cette France-Afrique. C'est-à-dire, les richesses leur appartiennent à eux, l'argent leur appartient à eux, les autres n'ont pas de droit. Et ils sont donc obligés d'imposer aux autres la répression, la dictature, même la mort, pour continuer à garder ces choses-là. Et nous disons que ces gens-là ne peuvent pas faire partie de cette société
de ce village global qui est le monde entier que nous vivons tous, parce qu'ils vont affecter le fonctionnement de la communauté et donc de la société. Voilà pourquoi nous disons, peuple congolais, leader de ce monde, nous vous appelons à travailler avec nous, travaillons ensemble pour libérer le Congo-Brazzaville. En ce qui concerne le pouvoir, nous allons clôturer rapidement par simplement cette vidéo que nous avons reçue, ça c'est... Ce n'est pas une façon d'utiliser cet individu comme un modèle, mais nous avons pensé que si cet individu s'est ressaisi en nous fournissant ce message, en nous fournissant ce message, et en réalité rentre en réalité dans la profondeur du message, et nous pensons que ça va faire changer les choses. Ce message, nous le faisons passer, ce n'est pas à l'individu, mais nous voulons passer le contenu de l'information. Parce que l'individu ne représente pas le modèle par rapport à ce que l'individu a fait en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Le président Laurent Gbagbo ne devait pas censé être à la Cour pénale internationale de justice. Et donc, pour le message que Guillaume Soro nous donne ici, c'est une leçon que nous voulons dire aux gens de Sassou, à Denis Christelle. Écoute bien ce message-là. Et on vous le dit, parce que la force va aller. Voilà, donc rapidement, nous allons simplement tourner. On va écouter le message que Guillaume Soro dit, mais comme on l'a dit, nous ne félicitons pas l'individu, mais nous voulons considérer le contenu de son message. Parce que tant que la Côte d'Ivoire n'aura pas réglé la question de la réconciliation, on se fatigue. Ce sera de revanche en revanche. Parce que le pouvoir là, ça finit toujours. Tout bien. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'homme vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire quoi? Donc il faut à un moment donné arrêter le cycle. Non, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, pardon. Le pouvoir là, ça prend 20 ans. C'est tout. Donc le pouvoir là, c'est éphémère. Non, il ne faut pas qu'on s'attache à ça. Le plus important là, c'est qu'on s'entende. Qu'on règle les problèmes. Bon, voilà. C'est un message fort. Hein? J'ai pensé qu'il était nécessaire de faire jouer cette section de la vidéo. Nous savons que Guillaume Soro ne représente pas le modèle pour la Côte d'Ivoire, parce que celui qui a mené la guerre avec Ouattara pour venir déboulonner le pouvoir d'un président démocratiquement élu qui était Laurent Gbagbo, et puis la place de Laurent Gbagbo ne pouvait pas être la Cour pénale internationale de justice. Mais si l'homme a maintenant compris le message, nous voulons dire à Guillaume Soro, alors, utilisez vos lobbies pour libérer le président Laurent Gbagbo. Utilisez vos lobbies pour libérer Blé Goudé. Parce que ceux-là, ils ne méritaient pas aller à la Cour pénale internationale de justice. Les véritables criminels, c'est eux qui sont en liberté. Ce sont les généraux qui ont combattu avec eux. Ce sont eux les véritables criminels. Donc, la justice à deux mesures ne peut pas s'appliquer. Ce qui est plus important, c'est son message. Le pouvoir est éphémère. On vous le dit. Aujourd'hui, nous avons vu François Hollande en train maintenant de vendre des livres. Il devient vendeur de livres. C'est ça la réalité. Hollande devient vendeur de livres et fait la promotion de son livre parce qu'il a besoin d'argent. Le pouvoir est éphémère. Ce que nous voulons dire à Sassou Nguesso, le mal que tu es en train de faire aujourd'hui, ça va te rattraper. Si ça ne te rattrape pas dans ta tombe, ça va rattraper tes siens. Mais si ça se rattrape dans ta tombe, ça veut seulement dire que tu n'auras plus de tombe au Congo-Brazzaville. Parce que les gens vont dynamiter ça. C'est ça la réalité. On va dire à la famille Sassou, au Nguesso là, à Denis Christelle là, à ceux-là qui sont en train de commettre le mal là, que la vie est éphémère, le pouvoir est éphémère. On vous le dit, le mal que vous êtes en train de vous faire là, ça va vous rattraper un jour. Parce que le pouvoir, c'est comme une mangue mûre. Elle mûrit, après elle tombe d'elle-même de son arbre fruitier. C'est comme un fruit, elle tombe. Le fruit tombe. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous le répète encore, comme venait de dire notre ami ici,
Ceux qui prendront le pouvoir un jour, quand ils vont rouvrir le dossier pour regarder tout le mal que vous avez fait, ça sera des vengeances en vengeance. C'est maintenant ou jamais que vous pensez réellement à une véritable réconciliation du peuple congolais. Mais la réconciliation du peuple congolais ne peut pas se faire avec Sassou. C'est ça la réalité. Parce que dans la réconciliation, selon Sassou, c'est une manipulation du peuple. Donc un dialogue à sa manière où lui, il demeure le boulanger pour pouvoir soutirer toujours la victoire à toute négociation. La preuve en est que Sassou n'a jamais participé lui-même à une quelconque négociation. Il est toujours absent. C'est ça la réalité, parce qu'il se retrouve en position de force. Comme l'a dit notre ami ici, il est au pouvoir, il a toutes les connexions protégées par la France, il a acheté tous les politiciens de la France qui lui garantissent ce pouvoir, il est là assis, il se croit qu'il est roi, il est Dieu. Dieu demeure Dieu, personne ne peut être équivalent au rang de Dieu. C'est ça la réalité. Donc on va vous le dire, chers amis, il y a eu des régimes, des gens forts, mais aujourd'hui, qui n'existent pas, qu'on ne considère pas. Les exemples, on peut les citer, je n'ai pas envie de citer les exemples. On me dit, vous avez été au pouvoir, vous avez échoué pendant plus de 50 ans, nous pensons qu'il est temps que vous vous décidez de vous-même de partir, parce que le fait que vous insistez, vous êtes en train de créer un effet de colère qui va revenir sur vous. Vous avez autrefois évoqué l'avenir de Mboshi dans votre procès par vos généraux, mais éventuellement cet effet va vous revenir tôt ou tard un jour. C'est ça la réalité. Maintenant, pour que nous évitons que cet effet de colère du peuple au Congo puisse revenir sur vous, les Mboshi, il est temps que vous vous décidez de vous-même à se réconcilier en réalité avec le peuple congolais, à reconnaître que vous avez échoué. Peut-être qu'il y aura de l'amnistie. Les gens pourront comprendre pour vous dire, bah, écoutez, ils ont reconnu, ils se sont décidés simplement d'écarter les Sassou de cette famille, et éventuellement, la véritable réconciliation s'installe en mettant en place un véritable système électoral pour élire et éventuellement des véritables présidents dans des conditions de clarté, parce qu'une élection dans des conditions floues n'apportera jamais la solution au niveau des problèmes du Congo. En libérant tous ces prisonniers politiques qui n'ont absolument rien fait, parce qu'il faut lui dire que, chers amis, ceux qui viendront un jour vont rouvrir les dossiers du passé, et vous voyez que vous qui êtes aujourd'hui dans les commandes, les Pierre Mabiala, tout ce système des généraux, vous voyez que ça va être difficile pour vous. Et nous sommes en tant que lanceurs d'alerte, pour vous le dire, nous sommes dans une danse, la vie est une danse, comme on dit, life is a dance, sometimes you lead, sometimes you follow. C'est une chanson anglaise. Vous voyez, la vie est une danse. Il y a des moments où tu peux être leader, il y a des moments où tu dois suivre un leader. Et donc, vous avez été leader, vous avez échoué dans votre leadership. Maintenant, il est temps que vous laissez que d'autres leaders prennent les choses, peut-être qu'ils vont mieux faire. Donc, c'est en ce moment-là, vous devez donc suivre d'autres leaders. Mais ne pensez pas que vous êtes les plus forts. Le monde est en train de changer sur 360 degrés. Et nous en sommes sûrs, quel que soit votre DCA, votre détection antiaérienne que vous avez mis en place, quels que soient les bunkers que vous avez construits, tout ça, ça ne représente rien. Parce qu'il y a eu des grands hommes plus puissants. Tout ce monde, ils sont tombés. L'exemple de Kadhafi est un exemple simple. On vous le dit, les mêmes gens qui vous soutiennent, ce sont les mêmes gens qui vont vous vomir. Le cas de Mobutu, le cas de Saddam Hussein, le cas de Kadhafi, c'est des exemples les plus récents. Le cas de Mugabe est un exemple, mais l'homme a compris, il est passé, sans pourtant que le sang des Zimbabwéens ne coule. Mais on vous le dit, chers amis, la vie est une danse, la vie est une roue, où il y a des moments où you lead, tu es en haut de la roue, et il y a des moments où tu follow, donc tu dois suivre un autre leader, tu es maintenant en bas de la courbe. Ça ne sert pas que quand tu es en bas de la courbe, que tu veux vouloir faire sauter ceux qui sont en haut de la courbe parce que tu emmènes les armes, ou tu penses que tu es le plus puissant, que tu dois toutefois diriger, que tu as tous les pouvoirs du monde. Chers amis, on vous le dit, personne n'est plus puissant, il n'y a que Dieu qui est plus puissant. Et nous croyons à ce Dieu-là, et que c'est lui qui est en train de nous guider pour nous libérer le Congo. Et nous en sommes convaincus que nous allons détruire cette DCA, ces bunkers personnels de Sassou. Nous allons restaurer la véritable démocratie et la paix au Congo, et que ce Congo sera libre, et que le pays va être un pays de droit
de liberté, où il n'y aura plus jamais des abus graves de droits de l'homme, où la loi sera respectée, où ceux qui ont volé iront dans des prisons. Et on lui dit, chers amis, le principe de la tolérance zéro s'appliquera. Tous ceux-là qui ont volé l'argent du Congo vont restituer cet argent. Et c'est ça la réalité. Tous ceux-là qui ont commis des crimes, il n'y aura pas d'amnistie pour nous. À moins que s'il y a d'autres Congolais qui arrivent pour nous convaincre. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle était longue. Prière de la partager. Rapidement, je vais regarder s'il y a des gens qui ont posé des questions. Au cas contraire, on va regarder, on remercie les gens de Moufoura, on va remercier Gladys Ampa, on va remercier Jidas Wilitika Pongi, on va remercier Coach Vaz Lesner Ingabe, on va remercier Joe Arthur, on va remercier Kiki Foko, Ange Marc, Saigon Mundanga, on va remercier, excusez-moi si j'ai mal prononcé votre nom, on va remercier Sylvain Senda, on va remercier, bon celui-là on a dit, on va remercier Alain Mayala, merci Alain Mayala, bonsoir, on va remercier, voilà, on va essayer de voir, Balistique, Missile Balistique, merci d'avoir regardé cette vidéo, Makila Mabé, merci d'avoir, Matt Missiel, merci, Philippe Ibata, merci, Richard Baudry et Tony Oulong, merci, Edgar David Outete Dongui, merci d'avoir suivi, merci Serge Otto Mwangangumba, merci Georgette Gunga, merci Kevin Joseph Diafouka. J'aimerais rapidement dire un message rapide à Kevin Diafouka. Mon cher frère, comme vous le voyez, chers amis, évitez les discussions inutiles, les polémiques inutiles, ça va vous emmener nulle part. Les accusations inutiles, ça va vous emmener nulle part. Des challenges inutiles, ça va vous emmener nulle part. Des trahisons inutiles, ça va vous emmener nulle part. Ça nous emmènera nulle part. Pendant que vous mettiez à vous discuter, à vous chamailler, à vous accuser, le plan de Sassou est en train d'évoluer. Vous voyez, chers amis, Sassou est en train d'évoluer. En Europe, vous êtes trop dans des discussions, comme nous on dit ici au Canada, chez les Québécois, les chicanes inutiles, les discussions inutiles qui vont vous emmener nulle part. Concentrez-vous sur la cible. Le serpent à 10 têtes est en train d'émerger dans ce pays. Si ce serpent prenne les rênes de ce pays, on veut dire, tout le monde sera avalé. Même les dignitaires militaires qui sont en train de supporter. Les gens de sa propre famille seront tous avalés par ce serpent. Il va les briser tous, il va les détruire tous. Ce jeune-là fera ce que Kabila a fait. Il s'est mis à pourchasser la famille de Mounze Kabila. Les enfants laissés par Mounze Kabila. Ils sont tous en exil, ces enfants-là. C'est ce que ces enfants-là font. Il va vous emmener, les amis de la République démocratique du Congo, qui viendra vivre dans nos terres. Parce que ça sera pour lui un électorat garanti. Les forces militaires viennent de l'extérieur. Il mettra en place une autre armée. Il va détruire tout ce qui existe aujourd'hui. Comme nous, on a l'habitude de vous dire que nous allons briser la Gestapo, parce que cette armée, cette police n'est plus légitime. Il faut refaire cette police. C'est ce que lui, il fera. Mais ce sera des forces de répression spécifiques à lui-même. Donc vous voyez que, chers amis, même nous qui sommes dans la diaspora, ils mettront en place des gens, c'est seulement qui viendront nous fusiller dans nos maisons. C'est ça la réalité. Donc, concentrons nos énergies sur le serpent à 10 têtes et toutes les stratégies de ce système. Que ce soit le serpent à 10 têtes, Denis Christel, ou Dominique Okemba, qui est un autre serpent à 10 têtes, mais avec des têtes de différentes formes, ou tous les autres gens de ce système. Il faut que nous concentrions nos énergies réellement à détruire Sassou. Et nous, on le dit, militairement et stratégiquement. Christel est à Paris, vous envoyez des gens pour simplement le détruire. C'est ça la réalité. Arrêtez, chers amis. Nous voyons plusieurs discussions. Vous vous accusez, des Guy Mafimba. Vous vous accusez entre vous, chers amis. Des accusations sur, comment on appelle,
sur Mapingu, des accusations sur plusieurs personnes. Chers amis, ressaisissez-vous, on vous le dit. Ressaisissez-vous. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Voilà, donc merci encore à Onessim Oné Lekibi, merci d'avoir suivi. Merci à Victoria Ntsadi. Merci à Léonard Mtutu. Merci à Bertie Bemba. Merci à Boulingi Cabral. Merci à... Vous êtes tellement nombreux. Merci à Frédéric Mboko Kaya. Merci à Patrick Nyoka. Merci d'avoir suivi Patrick Nyoka. Merci à Philippe Ibata. Je crois qu'on a déjà dit. Merci à Henriette. Merci à Tico Henriette Reynaud. Merci à Laura Paye. Merci à Marlon Brown. Thank you, Marlon Brown, for watching this video. Flavie Louya, merci. Dorian Bambino. En tout cas, merci à tout le monde. Si jamais on a oublié un nom, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.